Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alain Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Messieurs, bonsoir. C'est le cas de le dire. Bonsoir. Bonsoir, il fait un petit peu noir. Oui, on est en soirée autour du feu au mois de septembre, qui l'eût cru. Puis il fait genre 25 degrés, puis on Mais est bien. c'est extraordinaire et probablement le cauchemar pour tout geek qui aimerait pouvoir s'enfermer dans son sous-sol. Ouais, mais en même temps, depuis maintenant 37 ans, j'espère à chaque hiver qu'il n'y aura pas de neige. Pourquoi? Ben, parce que c'est un peu de la M. Non. Et tu sors même pas dehors durant l'été, que ça change dans ta vie. Ouais, Je c'est sors ça. pas non plus l'hiver, mais au moins quand je sors, il n'y a pas de bébite. Puis il fait pas chaud. Mais tu veux genre un hiver, pas de neige. Mais pas de bébé. Ouais, je prendrais un éternel automne, en fait. Un éternel, mais c'est donc bien triste. Au contraire. Aujourd'hui, on parlait de crocs, je sais pas trop, Hey, c'est spécial rempli goth. de tristesse, c'est terrible ton affaire. Lydia serait d'accord avec moi. C'est assez terrible ton affaire, mais effectivement, bien amené, puisque nous parlerons de Beetlejuice. Et Terminator, que j'ai finalement... Écoute, on m'avait donné comme défi d'écouter au moins 1 ou 2 épisodes. Si vous voulez savoir c'est quoi aller à reculons dans quelque chose dans la vie, là, Martin avec la série Terminator. Hey, regarde, j'ai pas de honte. Oui, parce que je le dis, puis je le répète, puis c'est pas parce que j'aime pas un style ou que j'aime pas quelque chose que je l'essaierai pas d'un coup que... Mais je le dis, là, je n'aime pas les animes. J'aime pas ça. Puis je respecte les gens qui aiment ça. C'est vraiment rien contre le monde qui aime ça. C'est juste que moi, ça m'emmerde. Je suis pas capable. Je me sens tellement persécuté. Ah, mais c'est ça le une problème. C'est que je veux pas te persécuter parce que tu le sais que ma passion, c'est les passions. Moi, le monde qui aime les enfants, c'est correct, mais c'est pas ma bague. C'est pas mon bague. Là. C'est pas... J'aime pas ça. Puis je t'avais quand même promis de l'essayer. Bon, oui, mais moi, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis je savais que c'était quelque chose qui risquait d'aller te chercher pour son storyline. Pour vrai, là, j'ai capoté, j'ai aimé ça. On aura l'occasion d'en revenir avec plus de détails. C'est assurément ce qui s'est fait de meilleur avec Terminator depuis... Terminator 2. Mais, ouais. tu sais, c'est parce que c'est ça qui est triste. Quand tu dis, à partir de là, c'est ce qui s'est fait de meilleur de Terminator à travers la pire crap qui a jamais existé au cinéma. C'est quelque chose parce que Terminator 2, tu l'as dit, c'est quoi? C'est 91, 92? Ouais, 92. 91? Ouais, je l'ai vu au cinéma, en tout cas. Bon, ben, ça te donne une idée à quel point on a eu de la merde pendant toutes ces années-là, pour se dire que là, c'est enfin bon rendu en 2024. Mais on y reviendra, puis on fera le tour de cette série-là qui a été... puis le format aide en passant. Ben, sérieusement, c'est parce que, tu sais, Netflix a réussi à respecter le format, mais possiblement parce qu'il a fait affaire avec un studio complètement externe. Ils ont respecté le 22 minutes d'une série, normalement, de 30 minutes. Peut-être que si ça avait été en genre 45-44 minutes, j'aurais peut-être décroché parce avant. qu'on l'avait vu avec les séries, tu sais, Disenchanted, où ce qui a fait du 35 minutes dans une trame narrative qui était continue, c'est parce que, tu sais, l'épisode, l'histoire, à un moment donné, s'évapore. Tu peux pas toujours être drôle, tu fais du temps, mais pour faire du temps, puis... Mais quand tu réussis à réduire ça au plus court possible, en général, c'est parce que tu gardes l'idée essentielle, puis tu te perds pas dans ton sujet. Non, puis tu donnes le... Tu sais, tant qu'à ça, t'es mieux d'accrocher pour espérer en faire plusieurs de suite, tant qu'à essayer de, tu sais, d'avoir le gars qui dit « Ah, ben, j'ai encore le temps pour un autre. » Tu préfères avoir ce sentiment-là que le « Ah, mon Dieu, c'était tellement long, je le continuerai plus tard. » En même temps, soyons honnêtes, là, qui ici l'a écouté genre en 8 parties différentes? Moi, ça a été genre épisode 1, 2, 3, 4, 5, puis le lendemain, 6, 7, 8. Ouais, je pense que j'ai écouté 1, 2, 3, puis le lendemain, j'ai écouté le reste. Là. Ben, c'était dur d'arrêter. Pour vrai. Puis surtout que l'espèce d'explication de la série ou de... Ils répondent à tes questions comme dans le milieu pour enjoyer la fin. Fait que c'est comme toute une montée, les premiers épisodes, vers où tu fais juste te dire, tu sais, au début, t'écoutes, tu fais comme... Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Bon, pourquoi? C'est qui elle? Voyons, où est-ce qu'ils vont? Ça c'est mène quoi? à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voyons, c'est qui se passe? Puis là, à un moment donné, ils te donnent genre toutes tes réponses. Au lieu que, comme Star Wars, ils font un dernier épisode super pack avec une coupe de réponses. Puis tu fais comme, je me suis tapé tout ça pour rien. Là, au moins, on te donne les clés à la moitié de la saison. Une John Connor revient à la fin, comme Palpatine.
Somehow, John Connor survive. Return. Mais on en reparlera avec plus de détails tout à l'heure. On parlera aussi, évidemment, de Lord of the Rings. Rings of Power. Sérieusement, j'aurais fait plus que 4 épisodes de ça. J'aurais peut-être continué. Pas chier. Mais pour vrai, puis je sais pas, Jean-Nic, t'es-tu à jour? Oui, je suis à jour. Sérieusement, la saison 2, si ça avait été la saison 1, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes critiques. Non. Là, les gens qui détestent. On va en jaser, là, ouais, mais ouais. Je pense pas que la saison 2 va rattraper ben du monde. Je veux même pas en parler en mal présentement, là, mais si on check la couverture médiatique présentement de chaque épisode qui sort par semaine, je sais même pas quand est-ce que l'épisode de la semaine passée est sorti. Parce que personne n'a parlé. Toujours le jeudi. Le jeu du soir. Il a passé inaperçu. Là. Il n'y a plus de couverture médiatique. Là. Et c'est de valeur. C'est de valeur parce que le 5e épisode, je pense, est le plus fort des 2 saisons. Oui, mais en même temps, en finissant l'épisode, je me disais, j'arrive pas à croire que genre on est plus loin que la moitié de la saison. Là. Genre, c'est encore un petit peu un mess, puis je fais comme, je sais pas comment ils vont pouvoir faire atterrir ça dans les 3 prochains. Moi, dans ma tête, ça fait du sens, parce que puis je t'exposerai tantôt ce que je pense qu'ils vont faire avec les autres saisons. Moi, je pense que la saison 1, là, c'est là qu'ils l'ont manqué. Parce qu'ils nous ont pas donné ce à quoi on s'attendait. Ils ont été trop lents. Ils ont essayé de réinventer certains personnages. Et à un point tel qu'il y a des 180 degrés sur presque la moitié des personnages qui changent de personnalité complètement dans la saison 2. Sans explication, ils deviennent complètement autre chose. Oui, mais ils sont meilleurs. Ouais, ils sont meilleurs, mais tu sais, ça déjà que la saison 1 était pas facile et qu'elle était bourrée de problèmes, là, genre, ça devient encore pire. Oui, mais moi, ça me fait penser... Tu sais, j'ai plus de fun avec la 2 qu'avec la 1. Mais ça me fait penser à Babylon 5. Je peux pas dire oui ou non, j'ai jamais écouté Babylon 5. Non. Première saison, c'était un capitaine, c'était pas tant bon. Ben, il avait recasté pratiquement le show au grand complet. Il avait recasté quasiment exactement le 3/4 du show. Il avait changé la direction, les relations entre les personnages. Puis à partir de la 2e saison avec le nouveau capitaine, ça décolle, puis c'est vraiment bon. Là. Mais la première saison a été une... En fait, ça me fait penser à tous les shows de Marc Labrèche qui prennent au moins 1 ou 2 saisons à décoller avant que ça soit bon. Avant de lever, oui. Mais tu ris, mais Marc Labrèche, il vit le même problème. Il commence une nouvelle émission, on l'écoute, on fait comme « What a mess ». On comprend pas les concepts, on sait pas ce qui s'en va, il essaye plein d'affaires. Puis à un moment donné, on arrête de l'écouter. Puis genre 2, 3, même peut-être 6, 7 mois plus tard, tu tombes dessus à la TV. Puis tu fais comme « C'est bien rendu bon ». En même temps, pour une création originale de Marc Labrèche, ça peut se comprendre. Pour une série qui est écrite depuis genre 100 ans puis qui ont eu une décennie pour travailler dessus, c'est plus difficile à ouais, mais pardonner. c'est là ta gaffe. C'est qu'ils font des séries avec 3 lignes. Ouais. Ils ont manqué de budget. Ouais, ça, non, il en manque pas en ils sont sous-financés. Non, mais tu sais, c'est sûr que il y a du monde qui vont être fâchés. Ils font des histoires avec littéralement 3 lignes. Ben, puis il t'en marquera, puis tu sais, ce problème que je pense souvent, c'est que quand on check les scénaristes présentement, ils utilisent tous le même plan. C'est que peu importe la série TV, souvent que tu écoutes, tu te rends compte qu'ils suivent toutes exactement les mêmes lignées puis les mêmes pensées, puis tu fais comme, ben c'est parce que où l'originalité, peu importe la série que j'écoute, c'est toujours pareil. Oui, puis de plus en plus, c'est drôle, je parlais de ça avec des amis aujourd'hui, de plus en plus, les plans dans les films puis dans les séries télé, c'est d'être des TikTok rafistolés, là. Tu sais, on va parler de Beetlejuice, là. Ma fille y va cette semaine, là. Elle a déjà vu l'ensemble des 5 clés du film. Oui. Sur TikTok. Ils déconstruisent les films sur TikTok. Les gens vont au cinéma, puis ils ont déjà vu tout ce qui était regardable. Tu dis ça, l'opening de Deadpool est le meilleur exemple pour ça, parce que sérieusement, je pense que le trend roule encore un peu sur TikTok, puis partout, là. Tout le monde a repris la chorégraphie de Bye Bye Bye. Exactement, c'est vrai. T'sais, même le météorologue américain trop populaire l'a fait aussi, là. Oh oui, puis tu dis ça, Deadpool, mais c'est un autre bon exemple, parce qu'il a été complètement découpé en milliers de petits clips, 30 secondes, qui défilent sur nos... Moi, j'ai rarement vu un film où je pouvais revoir des scènes aussi facilement, là. Puis c'est drôle parce que là, on parle de Beetlejuice, mais c'est comme le prochain projet de Tim Burton après Wednesday, qui lui aussi est une série qui avait été découpée, que toutes les scènes, tu sais, la scène de danse a passé des milliers de fois sur TikTok. Ben là, c'est une transition vers ça, puis il a amené sa gang en plus de Wednesday. C'est Alfred Kopp et Mark Miller, les gars qui étaient à l'arrière de Smallville.
C'est sûr qu'on a crissé dehors parce qu'on était plus capable de l'analangue, là. Mais c'était quand même bon ce qu'ils ont fait. Je veux dire, s'il y a eu autant... autant on aime ça dire que Blade a été le premier film du Marvel ou du MCU. Ces deux gars-là dans le monde du super-héros télé et même qui a créé de l'intérêt pour le film après. Smallville le marché pour que Peacemaker puis Arrowverse puisse courir. S'il y a eu un public pour Man of Steel puis s'il y a eu un public pour les films de super-héros dans ces années-là, c'est qui tenait ça à bout de bras, là? Ouais. C'est des séries comme Smallville, là. Fait que, bref, parlons de Beetlejuice. Bon, en fait, c'est Beetlejuice. Candyman. Ouais, on va t'avoir Marilou. Ok, c'est assez, là. On va t'avoir un paquet de problèmes en soirée. Pète un miroir pour on est dans la barbe. Donc, suite de 1988, le premier. Yep. Qui, quand on l'écoute, j'avais un très bon souvenir de ce film-là. Le premier Beetlejuice? Ouais. Puis je l'ai réécouté avant d'aller voir le deuxième. Ben, dis-moi pas que tu as brisé ton rêve d'enfance. C'est un peu n'importe quoi. Ben, je pense que c'était un petit peu l'objectif aussi. Oui. Il n'y a pas grand-chose dans ce film-là. Il n'y a pas grande histoire. Beetlejuice n'est pas tant central au film non plus. Là. Ça, pour un film qui porte son nom, c'est ça, il est très peu présent. C'est marquant, mais c'est ça. C'est plus à propos de Alec Baldwin, Gina Davis, le personnage de la jeune Winona Ryder. C'est pas un très grand film. Moi, je dirais le contraire. Puis moi genre, aussi, là, le 2 le fait bien paraître aussi. Là, mais absolument. Mais d'ailleurs, ça, c'est l'élément, je pense, qui m'a le plus charmé. C'est que le deuxième, contrairement à bien des suites qu'on a vues, ne fait pas que refaire ce que le premier a fait. Oh, t'as pas l'air d'accord, Alan, je suis content. C'est parce que le deuxième, il est tellement vide en tant que d'histoire, ça aurait été dur de recopier d'autres choses. Ils ont repris des éléments, mais... En tout cas, moi, je conseille à dire que le deuxième, c'est un film qui est vide, qui est juste le fun, là, mais... Il est trippant, puis une grosse partie du trippant, c'est... Jenny Ortega? Non, le plaisir qu'on a eu à avoir des effets pratiques. Oui. Oui, my God, que ça faisait du bien. C'est beau, puis c'est assumé. Puis, ça fait longtemps que je dis, Tim Burton, il a comme perdu sa touche un peu, là. Il est une parodie de lui-même, puis là, pour une fois, j'étais là. On dirait que ça lui faisait plaisir de retomber dans cet univers-là, qui est le sien, tu sais, je veux dire... Ça avait l'air d'y tenter. Ouais, puis, tu sais... On dirait qu'il s'amusait comme un gamin qui retourne dans ses affaires, là, les créatures qu'il a faites, les set pieces. Puis là, clairement, il y a un plus gros budget, il a pu pas mal faire ce qu'il voulait. Puis j'ai trouvé que ça paraissait beaucoup à l'écran. Il n'y a plus la fourbe de sa jeunesse dans sa réalisation, mais visuellement parlant, le film est vraiment éclaté. Mais contrairement à ce que tu dis, là, il demandait un budget de 140 millions pour le faire. Il y a eu 100? Il y a eu 100 millions. Et c'est les artistes du film qui ont accepté de recevoir moins pour pouvoir le faire. Hey, parce qu'il t'a du stock, là, des effets pratiques, des effets d'animation, tout ce qui entoure le personnage de Jeffrey Wright, là, c'est complètement incroyable. Là. Le casting aussi? Oui, tous les personnages presque. Y avait-tu vraiment le choix pour le personnage de Jeffrey Wright? Non, mais c'est une habile manière de contourner le problème. Effectivement, parce que, tu sais, déjà, moi, je pensais pas qu'on allait voir dans le film, qu'on l'a vu, même ce qui s'est passé avec l'histoire du requin, j'ai trouvé ça audacieux. Ben, expliquons là, pour les auditeurs qui ne savent pas, parce que moi j'ai été obligé de le lire parce que je me suis posé la question à savoir pourquoi le père n'était pas là. Et sérieusement, ça faisait un bout de temps ces allégations-là. Ouais, c'est ça, mais je me souviens. Écoute, il y en a tellement Alan, à m'amener. Il y en a encore tous les jours, gars. On peut rien parler rapidement. Neil Gaiman, tous ses projets sont en train de tomber parce qu'il y a des allégations qui sont tombées sur lui au début du mois de juillet, puis ça n'arrête pas de s'empiler. C'est que Disney, Amazon, tout le monde est en train de le larguer. Parce que là, ce qui est arrivé dans le cas de Jeffrey Wright, c'est quoi? C'est des histoires de touchement, je pense? Ouais, de pédophilie. Ouais, ok, ouais, c'est pire, là. Ouais, non, c'est ça, c'est pas rien que des caresses. Les allégations sont quand même assez graves. Puis, on le sent aussi dans ce que Burton a fait que, tout en gardant son personnage, puis en gardant l'importance du personnage, parce que c'est quand même, un peu sa mort qui fait que les événements se produisent. Ouais. Mais il te l'a magané, là. Il s'est fait bouffer par un requin. Il a fait la séquence au grand complet en stop motion. Le gars, il vient pas prendre l'avion. Le moteur reprend en feu. L'avion s'est crashé. Il a réussi à survivre. Il a embarqué d'un bateau qui a coulé. Il s'est pas noyé. C'est un requin qui arrache la tête. Et les autres représentations, c'est ça, là. C'est que tout le long du film, tu vois plus de corps parce qu'il y a la moitié du corps arraché par un requin. Il s'est fait manger. C'est rien qu'une paire de jambes avec le torse. T'entends juste la voix. Seigneur, là, et c'est bien fait. Oui. Parce que le caoutchouc, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, est assumé. Là. Autant pour le père de la petite fille qui est mort noyé aussi avec des poissons. Oui. Les poissons sont,
sais, les poissons, c'est dégueulasse, c'est super mal fait. Ça a l'air juste d'un costume d'Halloween d'un joueur de hockey. Puis il y a beaucoup de ces éléments-là. Puis de la bande-annonce en montrait certains. Puis j'étais là, je sais pas ça, ils refont les mêmes gars que dans le premier. Mais genre, il y en a un, quand il a refait son espèce de face, là, avec genre, on le voyait de dos avec des ailes de chauve-souris, puis tout. Puis on imagine que c'est. En tout cas, c'est supposé être quelque chose de ça. Tout de suite avant, là, il y a genre ma séquence préférée, là, littéralement, il dit, je vais laisser sortir genre le démon en toi, puis il met Lydia enceinte de lui, puis elle accouche d'un bébé Beetlejuice. C'est terrible. En prosthétique qui est dégueulasse, qui est un petit monstre, puis là, il mord la jambe au sang, genre, c'est pendant terrible. qu'il discute, puis j'étais là. Le film est complètement fou, là. Mais tu parles de ça, là, parce que même le bébé, tu as l'impression qu'il voulait s'accoupler avec sa jambe, s'il voulait vraiment se crosser comme un chien. C'est parce que, tu sais, le côté, c'est parce que Beetlejuice, qui écoute le film de 88, mais c'est un violeur. Et c'est un grossier personnage. Mais tu sais, elle n'a pas fait du harcèlement sexuel, il fait pas grand-chose dans sa vie, là. Ouais. Et là, tu dis, bon là, on est en 2024, le personnage sera... Ah non, il est encore comme ça. Il est encore tout croche. Et salutations à Danny DeVito. Oui! Qui est venu faire un petit caméo. Caméo ever. Ouais, ça, c'est vraiment... Sérieusement, qui est arrivé puis il est mort en 8e de seconde. J'ai trouvé ça crissement drôle. C'est très drôle. Mais bref, parlons un peu du film en tant que tel, parce que c'est la mort du personnage de Jeffrey Wright qui fait que tout le monde se réunit autour de la maison du premier film. Effectivement, tu sais, t'as la mère qui est devenue une super artiste qui fait des galeries d'art un peu partout. Ça fait que elle, dans le fond, que son mari soit mort, elle s'en fout. Elle veut plutôt utiliser sa mort pour faire une autre œuvre d'art ou autre, là. Mais tu sais, elle met un voile sur la maison pour en faire une œuvre d'art. C'est tellement n'importe quoi. Puis c'est bien apporté. Puis Catherine O'Hara, encore une fois, est extraordinaire là-dedans. Ouais. Là. Tout le monde surjoue dans le film, mais c'est comme, c'est attendu. C'est voulu. C'est voulu. Puis, tu sais, le film, c'est ce qu'il demande aussi. Puis tout le monde s'amuse. Tu sais, Lydia est devenue une espèce de Ghost Whisperer. Ben, c'est du Ghost Whisperer parce qu'elle, avec ce qu'elle a vécu, elle voit vraiment les fantômes et qu'elle peut communiquer avec. Mais sauf qu'elle a un traumatisme parce qu'elle voit Beetlejuice partout. Puis, sauf que, en étant une fille traumatisée, elle a rejoint des groupes. Puis, on a toujours quelqu'un quelque part qui veut profiter de ces personnes-là naïves qui ont des problèmes. C'est que son impresario. Ouais. Qui est terrible. Sérieusement, c'est tout que douchebag. Là. Ça n'a aucun sens parce que lui, c'est un gars empathique, incroyable, là, qui est capable de sentir les émotions de tout le monde tant que ça rapporte de l'argent. C'est incroyable. Puis, je me disais, ça va être quoi l'intérêt du personnage de Jenna Ortega qui va rejoindre encore Lydia, mais je me suis fait prendre, j'avais pas vu venir. Oui, elle a joué Jenna Ortega. En fait, elle joue un petit peu l'anti-rôle. Au lieu d'être une gothique, elle est plus scientifique, puis elle, elle voit pas de fantôme, elle croit pas sa mère, elle pense que sa mère essaie de cacher des choses à la mort de son père, qu'elle invente les fantômes qu'elle voit. Fait qu'elle est un peu l'inverse du personnage. Mais ça reste quand même une petite marginale. C'est le point faible du film, moi, je trouve, Jenna Ortega. Mais moi, personnellement, ça me surprend que son star power est vraiment fort, parce que moi, être Mike Miller et Alfred Cole, j'aurais jamais réagi, parce que de la façon qu'elle s'est fait, qu'elle les a envoyés chier dans Wednesday. Ah, mais ça a l'air que c'est une personne très désagréable. Hey, mais sérieusement, elle aurait écrit des lignes du personnage de Wednesday en allant dire à des gars que ça fait 40 ans qu'ils font de la TV, vous comprenez pas le personnage, je vais vous l'expliquer. Non, mais ça a l'air qu'elle est très désagréable. Très diva, oui. Puis ça a l'air qu'avec ses fans, elle n'est pas super fine non plus. Puis, tu sais, c'est plate pour elle, là, mais je trouve qu'elle fait toujours le même rôle. C'est Jenna Ortega dans un film. Mais tu penses que c'est Helena Bonham Carter 2? Non, Helena a un bien présentement, meilleur chant. Celui-ci, c'est un petit peu la Scream Queen de l'heure, de tous les projets. Puis... Ben moi, je la soupçonne d'être clairement un projet de clonage de Tim Burton. Là. Parce que clairement, cette fille-là, je veux dire, on la voit... Puis avant même qu'elle t'annonce qu'elle a travaillé avec Tim Burton, tu te dis... Mais c'est associé avec TikTok, par exemple. C'est sûr que la Chine a quelque chose à voir là-dedans. Là. C'est sûr. Parce qu'écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu la vois et tu te dis, écoute, c'est un dessin de Tim Burton qui a pris vie. Ouais. Tu sais, je veux dire, si Burton voulait un enfant... Mais tu sais, elle a lancé sa carrière avec des films d'horreur aussi. Puis tu sais, elle se définit comme ça. C'est un bon match, les deux. Là. Mais c'est le point fait. Un peu comme Winona Ryder l'était à cette période-là. Ben, oui, mais Winona a du talent. Jenna aussi. Ça transparaît peut-être pas dans Beetlejuice. C'était mercredi, mais dans Beetlejuice. Je sais pas, je pense que c'est la première fois que j'ai envoyé au cinéma. Ah ouais, t'as un frisson? Dans les screens. Après le 3, elle n'a pas joué dedans. Okay. Après dans X de Ty West. J'ai aucune idée, c'est quoi? Wednesday, je m'en calisse. Non, j'ai jamais vu nulle part avant. Ben, t'as pas besoin, tu l'as vu parce que dans Beetlejuice, c'est le rôle qu'elle a dans tous les autres films. Fait que c'est pas bien grave.
Ouais, c'est ça, parce que Frisson, je pense que le dernier, j'ai vu, c'est le 4e qui avait relancé la franchise il y a 20 ans, avait de la relancer il y a 3 ans, puis de la relancer il y a 1 an, puis de la recaster au grand complet il y a 6 mois. Ouais, c'est ça. Dans les 2 derniers, dans Nouvelle Mouture, c'est comme elle et sa sœur qui sont les personnages centraux. Parce que, disons-le, s'il y a un problème dans Beetlejuice, c'est le nombre oui, il y a un bon casting, mais le nombre de personnages qui sont un peu inutiles viennent un peu alourdir le film. Puis, il y en a du monde. Ils ont ramené tout le monde presque de la distribution originale. Puis, ils en ont rajouté 5-6 en plus avec tout. Ils ont remplacé l'impresario par le curé d'une certaine façon qui avait un rôle qui ressemblait un peu. Ouais. Sinon... Mais ils nous ont donné l'artiste avec lequel elle est au début pour être un personnage qui nous fait visiter un peu l'outre-monde. En tout cas, je pense qu'on aurait pu se passer. Moi, honnêtement, si tu me le demandes, t'enlèves Monica Bellucci et William Dafoe, t'es remplaces par 2 acteurs no-name pour 1 ou 2 présences. Mais puis tu viens de tighter le film d'une quinzaine de minutes. William Dafoe me fait rire 2-3 fois. Moi, je suis en vénération de William Dafoe. Là, je l'adore. Fait que je suis comme... Moi, j'en aurais pris 1 heure. Mais Monica Bellucci, je suis d'accord avec toi, le personnage ne sert à rien. Puis ils nous ont vendu que l'histoire du film, c'était elle. Ça allait être l'ancienne épouse de Beetlejuice qui court après lui. Puis là, je me disais, OK, c'est ça le film. Mais, hey, c'est-tu que c'est pas ça? Ouais, non, c'est adressé dans le premier 10 minutes du film. Puis après ça, on la revoit de manière sporadique. Dans le fond, pour faire un résumé rapide de ce que c'est, t'as le père qui est mort, il s'en va au funérailles, t'as la mère puis la fille qui se parlent plus, mais ils n'ont pas le choix de savoir au mariage. L'impresario de Winona Ryder, qui est un acide douchebag, décide de profiter du funérail pour profiter des faiblesses de la mère pour la proposer en mariage en là. T'as Jenna Ortega qui pète une coche, se sauve, rencontre un gars, tombe en amour. Le gars, il a tué sa famille, il est mort. Il veut utiliser le fait qu'elle soit vivante pour revenir lui à la vie. C'est l'histoire du film. Alors qu'on pensait que l'histoire, c'était littéralement une histoire de vengeance, puis que Beetlejuice allait être le centre, enfin, de son propre film. Absolument pas, là. Absolument pas. Puis d'ailleurs, mettons qu'on parle du personnage de Monica Bellucci, la conjointe de Beetlejuice. Un élément que j'ai détesté puis un que j'ai adoré. Son design est vraiment cool. La scène où elle recrée son corps, très cool. Danny DeVito. En tuant Danny DeVito, mais j'étais comme... Pourquoi il prend 2 minutes pour nous montrer ça? C'est vraiment cool, mais ça aurait carrément pu être raccourci. On n'a pas besoin de voir chacune des pièces de son corps se rabouter. On a compris le concept, mais tu sais, là, j'étais là, ça sent c'est la femme de Tim Burton, il l'a mis dans son film, puis là, il donne une longue scène, puis j'étais comme... Hein, c'est la femme de Tim Burton? Monica Bellucci, oui. Elle sort avec Tim? Il a laissé le nom de Madame Carter pour... What? Il est pas à plaindre, de pauvre Tim. Quoi? Hein, tu m'apprends quelque chose, là. What? Ouais. Il a laissé Helena Bonham Carter pour Monica Bellucci. Quand même une upgrade, selon moi. Là. Ben, c'est extraordinaire. C'est de l'espoir pour tous ces hommes-là. Mais c'est quoi? Tu sais, Daniel Craig s'est payé un caméo de Monica Bellucci pour pouvoir la frencher, on s'entend, là? Tu sais, puis dans Matrix, Keanu Reeves a fait la même chose, là. Mais là, on parle-tu de Seth MacFarlane avec 1 Million Way to Die in the West? Oui, avec Charlize Theron. Mais tu sais, on s'entend que Monica Bellucci, t'es crissement pas mal pris, là. OK, fait que c'est pour ça que c'est pas Helena Bonham Carter qui fait ce personnage-là. Tadam! Ah, ben, si on avait été le 10 ans, ça aurait été Helena Bonham Carter. Parce que c'est quand même un personnage crissement original, tu sais, je veux dire, une femme cousue, tu sais, il a jamais fait ça. C'est pas comme si c'était une réplique exacte de Corpse Bride. Ou encore de Sally dans Nightmare Before Christmas. C'est tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça de Tim Burton. Ben, ce gars-là... Oui. En tout cas, c'est ça. Il y a une talle, puis il s'éloigne pas trop de sa talle. Hein? Il est pas créatif là-dedans, mais moi, ça me dérange pas parce que je me sentais comme avec une doudou autour de moi. Ah, littéralement. C'est le Burton que j'aime, c'est son esthétique, puis clairement, ce projet-là, ça avait l'air à y tenter. Ben, en fait, ça m'a donné l'impression de... Tu sais, quand tu retournes au McDo, puis ça goûte plus bon. Puis là, tu y retournes, puis c'est pas mangeable. Puis là, tu te dis, ben, c'était peut-être le McDo le problème, ou c'était moi qui ai vieilli. Change de sauce. Puis là, tu y retournes, là, une dernière fois, tu te dis, hey, je vais lui donner une dernière chance au McDo. Puis là, tu fais, oh mon Dieu, ça goûte comme quand j'étais jeune. Ouais. Tu sais, c'est pas meilleur. C'est pas génial, ça n'a pas réinventé rien. Mais dans les dernières années, on en a parlé au dernier podcast, ce que Burton faisait, la touche magique était plus là. Il y avait plus rien de...
Tu sais, on a parlé de Dark Shadow la dernière fois, c'était une catastrophe. Ouais, mais tu sais, puis en plus, ce qui était le fun, c'est parce que ce qui a sauvé le film, c'est que le casting, ça y tentait, puis ils ont eu du fun. Parce que aussi insipide puis vide que le film puisse être, tu vas passer à travers du presque 2 heures, puis tu vas sortir de là, t'es mort de rire de là, puis tu fais comme, je suis conscient que j'ai pas vu quelque chose de qualité, mais est-ce que, tu sais, c'est à peu près comme Deadpool, mais presque un petit peu en mieux, parce qu'il y a quelque chose qui était réconfortant dans celui-là. Tu sors de là, ayant passé un bon moment, puis tu le regrettes pas, là. Ou t'as l'impression que t'as vu quelque chose que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais, tu sais. Quelque chose que tu te dis, OK, ça n'a pas été adapté trop à notre sauce. Ça aurait pu sortir en 1992 ou 96. Puis ça aurait été correct. Mais je conseille à dire, c'est parce que tu sors avec ce sentiment-là que tu as vraiment vu quelque chose de le fun, mais son plus gros défaut, malgré tout ça, c'est parce que c'est pas quelque chose que tu as sorti en l'ayant vu en disant ça me tente de la revoir. Mais ça me dérangera pas par contre. Ouais, mais il va s'écouter tout seul. C'est ça. Effectivement, mais sauf que tu sais, c'est pas quelque chose que tu as comme le réflexe, tu ferais comme wow, j'ai hâte de la revoir. Non. Tandis que Beetlejuice, le premier, des fois, tu l'as dans ton bibliothèque, c'est comme Chris, ça fait longtemps, ça me tente. Ouais, je veux le retaper. Ça fait notre nostalgique-là arrivera pas avec mais lui. on peut quand même le féliciter d'avoir fait ça avec 100 millions. Alors qu'on passe notre temps à chialer que les budgets sont autour de 300-400 millions. Ouais, mais quand t'as pas une équipe de CGI puis de VHX qui coûte une fortune en permanence, ça fait tellement de différence. Alors qu'on pourrait croire que les effets pratiques coûtent plus cher. On a tendance à se dire toute la job qu'ils ont mis là-dedans, la création, la construction. Sur papier, ça va coûter plus cher, mais ce qui arrive, c'est qu'habituellement, les gens qui travaillent là-dedans, c'est des passionnés, puis tu sais, c'est comme ils vont te biller genre 40 heures qu'ils ont fait, mais ils vont en faire 60. Genre, c'est comme le serpent qu'ils sont en train de faire. Ils trippent dessus aussi, ils sont contents. Ils font pas 12 takes parce qu'ils savent où ils s'en vont. Puis c'est parce que les autres, ils vont avoir ils vont travailler sur papier, puis tout est monté. C'est que quand ils vont le faire en stop motion, le plan est déjà tout monté puis il est suranalysé. Oui. Tandis qu'on dirait qu'avec le CGI, on l'avait souvent vu avec Marvel, c'est qu'ils demandent 3 fois la même séquence avec des affaires différentes parce qu'ils vont all-in, parce qu'ils peuvent se le permettre. Ouais. Tandis qu'avec le stop motion, tu peux pas demander à quelqu'un, tu pourrais-tu faire une semaine de stop motion pour le fun? Si on n'aime pas ça, on va te demander de faire 2 semaines de plus. Puis avec les CGI, ça donne l'impression au studio d'être boomer un peu, qui font comme ça, ils regardent, puis ils vont pas ça, refais-le. Genre, fais ça avec ton ordinateur magique, refais-moi ça. Mais ce que tu dis là, ça s'exprime par le nombre de temps que tu mets dans quelque chose. Si ton acteur, là, ça fait 12 heures qu'il est sur la chaise de maquillage, ça inclut 2 autres acteurs qui ont eux aussi 8 puis 9 heures de maquillage, puis que t'as un seul plan avec le style d'affaires en carton que t'as fait parce que t'en referas pas un deuxième. Quand vient le... T'as peut-être plus le goût de dire je pense qu'on a notre take que de dire on pourrait le refaire encore. Ouais, on va changer la ville en arrière, puis on va rajouter un extraterrestre. On va mettre de quoi de plus, ou on va retwister la langue de caméra. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ton équipe te regarde, puis garde, that's a wrap, là, ça fait genre 18 heures qu'on tourne aujourd'hui, une séquence, là. Ça se peut que, comme réalisateur, tu sois indulgent, puis tu te dises, bah, sais-tu quoi, regarde, c'est pas parfait, c'est pas exactement ce que je voulais. Ça nous a amené des défis qui ont fait en sorte qu'on a changé nos idées. Tu sais, le nez arrêtait pas de tomber, fait qu'on a décidé de l'enlever puis de jouer avec la lumière, ou on a décidé de le filmer de dos à la place. Ou, tu sais, les inconvénients t'amènent à être créatif. Ouais. Ce que l'ordinateur te fait pas. T'as des Kubrick qui font comme le nez, on va reprendre demain avec le nez, puis on va refaire toutes les scènes au complet. Jusqu'au temps que tout le monde soit à bout. Mais là, je pense que c'est pas ça qu'ils font. Puis honnêtement, ça réussit au film. T'sais, 100 millions, c'est quand même un petit. Tu sais, je veux dire, ça lui fait pas mal. Là. Puis le box-office le rend bien aussi. Le film a presque refait son argent dans sa première fin de semaine. Mais sauf que lui, il vit un phénomène qu'on est en train de remarquer là, un petit peu cet été, là, c'est que au niveau mondial, là, ils ont comme trop gâté, puis le monde court après des blockbusters. On l'a vécu avec Twister, puis on le vit la même chose présentement avec Beetlejuice. Tu sais, Beetlejuice, il est rendu présentement 264 millions total, mais il y a genre 78 millions qui se fait de mondial, puis le reste, c'est genre le 180 millions, 190 millions, il est fait en Amérique du Nord. Normalement, le box-office mondial est supposé d'être équivalent, sinon, c'est parce que ce film-là qui devrait presque frôler de 350 à 375 millions en ce moment, mais il est comme bloqué à 200, puis il va avoir de la misère à monter plus haut que ça, parce qu'on a de la misère à repercer ce marché-là, parce que les autres, ailleurs dans le monde, sont habitués d'être garocher du gros montant de cash puis d'avoir des grosses productions, d'être gavés, puis si genre des petites productions, ils se présentent plus. Et ça, c'est quelque chose qui va faire mal au cinéma en général, parce qu'on a besoin de leur argent parce que nos films coûtent trop cher. Oui, sauf si tu réussis à faire des budgets qui ont un peu plus d'allure.
Ouais, mais même là, à presque 300 millions, t'es rentable, mais t'es pas encore en train de rouler dans l'argent. Là. Non, ben en fait, c'est que ça finance mal tes futurs projets. C'est qu'au lieu d'en entreprendre 4, tu vas peut-être en entreprendre 2, 1, 3. C'est correct. C'est quoi? C'est correct. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de cette réalité-là, puis ils ont besoin d'arrêter de courir après des marchés externes qui fait que leur public cible, en réalité, ils sont plus capables d'aller chercher. Écoute, ils ont déconstruit des films pour plaire aux Asiatiques. C'est pas regardable. Un des bons exemples qu'on avait eu, c'était Mégalodon. Mm-hmm. Le film était supposé d'être 16 ans et plus, puis finalement, là, il avait droppé ça pour aller chercher le marché asiatique, puis il avait casté aussi du monde qui parlait chinois, puis le chat se promène dans la corridor, il était-tu attaché ou ben il était pas attaché? Non, il était pas attaché, il va rentrer. C'est un beau moment. Ça dépend. On n'est pas en noyau. Non. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Non, c'est ça qui arrive, parce que, tu sais, le cinéma, on a trop essayé de le vendre ailleurs, puis ça a paru, là. Mais là, on n'a pas encore parlé de ce qui est pour moi le héros du film et qui est le bébé Yoda de ce film-là, parce que maintenant, j'ai le goût d'avoir Bob chez nous. Sérieusement, oui, Bob, il fallait en parler parce que... Une minute dans le premier film, mais genre marquant, ils en ont fait des jouets pis tout, pis là, clairement, il a fait, OK, il a donné des scènes. Autant qu'il y a eu des personnages qui n'ont pas eu de développement pis qu'on se sacrait tout dans ce film-là que Bob, sérieusement, tu t'attaches au personnage, il y a une évolution, il fait pitié, il est maltraité, pis il trouve le moyen de le tuer. Ils n'ont pas eu peur de genre juste faire comme we're gonna suck the life out of him. Moi, là, quand il arrive, pis il a demandé de s'occuper de la place pendant son absence, pis qu'il a mis son saut, il fait comme... J'ai besoin d'une statue de Bob habillé en Beetlejuice. Il fait comme mon ex est en train de me tuer, ça se peut qu'elle s'en vient des sites pour me tuer, c'est exprès tu prends ma place pis t'habiller comme moi. Et que dire de genre tout le monde snitch, tout le monde se sauve, le pauvre Bob il reste tout seul dans l'espèce de job de Beetlejuice. Écoute, moi Bob c'est mon étoile du match. J'ai adoré ce personnage-là. Il maltraite ses employés. C'est dès qu'ils ont une chance, puis que le mur est pété, tout le monde se sauve, sauf Bob qui reste là, puis qui reste maltraité. Bob, il est incroyable. Et comme tu l'as dit, il tue! C'est comme bye Bob! Il est même pas récompensé. Il passera pas à travers. Il sera pas là dans Beetlejuice. Non, oublie ça, là, c'est terminé pour Bob. Et le costume, le Bob, c'est du monde, là. Ah oui. C'est extraordinaire. Il est exactement comme dans le premier. Là, c'est même comme ça, le costume que les Goombas dans le jeu de film de Mario Bros. Ouais, c'est exactement ça que je pensais, les Goombas dans le film. C'est la même affaire. Mais honnêtement, ça fonctionne. Comme je te dis, Monica Bellucci, ça dure un certain temps. Ça nous donne cette belle séquence de d'où vient Beetlejuice, en fait. Parce que dans le premier, il nous le dit, il est mort durant la plague. Mais ça, par exemple, c'était audacieux. Ils ont respecté le style classique horreur. Ils ont refait la séquence de ses origines en espagnol au grand complet. Oui, en noir et blanc. Et noir et blanc, espagnol, puis en essayant les mêmes concepts qu'à certaines époques où la nuit était tournée de jour, mais avec une petite couleur de fil différente. Puis une scène classique devant le foyer où ils prennent toutes les deux une coupe de vin et qu'elle sort la bouteille comme dans un cartoon avec genre la tête de mort, c'est du poison. J'étais là, c'est parfait. C'est vraiment bien fait. Et l'autre, pendant qu'il est en train de mourir empoisonné, fait comme ça finira pas de bien, il sort la hache puis il t'en découpe en morceaux. C'est extraordinaire. Tu sais, ça, c'est sympathique, c'est bien fait, c'est drôle, mais ça amène... C'est ça l'affaire, ça amène jamais rien. Ouais, c'est pas grave, mais le clin d'œil était intéressant quand même. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. Le clin d'œil est cool, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça l'histoire. Puis, tu sais, quand je vous disais... Mais ce qui est pire, on n'a pas encore parlé du flou que tué ses parents, notamment que c'était insignifiant, là. Ça, c'était... Ouais. Je disais que dans la bande-annonce qui m'avait gossé, c'était genre la toune d'E.O. qui, moi, c'est genre le moment film. C'est la scène que j'aime le plus dans le premier film. Je déteste cette toune-là. Puis, genre, j'avais peur de ces éléments-là. Puis quelque chose qui me rassurait quand le film a décollé. Puis le thème de Danny Elfman qui est genre... Juste remodelé. C'est meilleur. Ouais, juste tweaker un petit peu. Puis il y a cette espèce de ambiance malsaine, clownesque, genre crade. Qui ressemble un peu à ce qu'il avait fait sur Batman 2, mais surtout dans Tales from the Crypt. Puis genre, j'aime tellement ces mélodies. Puis là, j'étais là, oh my God, je suis reconquis à nouveau. Déo, les funérailles.
Ben oui. Au funérail, j'ai comme fait, OK, et sérieusement, la chorale pendant qu'il enterre le père, si les flots chantent des hauts. Je vous avoue que j'ai fait, OK, ça, c'était awesome. C'est bien correct. C'est bien amené. Honnêtement, là, c'est vraiment bien amené. Et évidemment, là, la scène finale, qui est littéralement, finalement, une reprise de cette scène de D.O., mais genre boostée aux stéroïdes, là. Sérieusement, là, moi, au début, là, qu'ils ont commencé à chanter, j'ai fait, pas ça. Mais, puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, mais elle finira jamais. Puis à un moment donné, plus elle avance, plus elle est longue, tu fais comme, OK, mais pourquoi que c'est de plus en plus ensemble, puis c'est pas supposé de l'être? C'est vraiment drôle. Honnêtement, la scène du mariage, parce que ça finit toujours comme ça, en fait, là. C'est que Beetlejuice trouve toujours une façon de vouloir épouser Lydia. Parce que c'est le seul moyen d'en revenir en vie. C'est le seul moyen de revenir en vie. Il réussit à y faire signer un contrat. Là, tout remonte. On est dans une église. Et là, il décolle une toune dont j'oublie le nom, puis ça me fait chier. Mais ben, c'est parce que c'est quelque chose, mais sauf que c'est tellement drôle. La toune, il y a fond complet, je pense qu'elle doit durer 5 minutes, là. Et tout le monde embarque involontairement dans la toune. C'est un long vidéoclip. Willem Dafoe aussi qui arrive en policier, qui est dedans, puis sauf qu'il embarque dans la toune. Le curé, sérieux. C'est innocent, le gâteau, toute la... Écoute, c'est vraiment calme. Et en plus, il tue Catherine O'Hara dans le film. On oublie de dire ça. Mais il voulait pas faire le troisième. Il voulait pas le troisième. Elle voulait rendre hommage en or en respectant la mort selon les Égyptiens en allant sur la sépulture de son mari avec des serpents venimeux qui avaient fait enlever leur croc. Oui. Mais et là, quand elle les sort de leur cage, ben finalement, il y avait encore leur croc. Donc, elle est genre fucking morte, là. Mauvaise préparation. C'est tellement épais. Là, elle se ramasse dans l'espèce de salle d'attente, là, des morts. Oui, puis elle dit qu'elle n'est pas supposée de mourir puis qu'elle veut se faire rembourser. C'est tellement... Tu sais, une carène en puissance, là. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas supposé d'être mort, je me suis fourré. Ouais, il m'avait vendu des serpents qui étaient pas venimeux, il y avait plus ses crocs, tout était supposé être correct. C'est que j'ai pas d'affaire à être mort. Puis, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas la vraie raison, mais comment ils se sont débarrassés de... Parce qu'ils ont ramené tout le monde. Sauf les deux personnages principaux du premier Beetlejuice, Alec Baldwin puis ouais, mais ça a l'air qu'il était occupé à tirer quelqu'un. Ouais. Puis Gina Davis, ça fait pas de cinéma parce qu'elle est rendue, on peut pas le dire. Mais j'ai aimé comment ils s'en sont débarrassés dans... Genre, pourquoi ils sont pas dans la maison, eux autres, puis c'est comme... Ben, parce qu'on a trouvé un loophole, puis ils sont plus là. C'est ça, on a trouvé une façon de les faire traverser. On a trouvé une façon de les faire traverser. Ah, ok, fait que c'est pas vraiment l'afterlife. C'est vraiment méta, genre, ils sont vraiment en train de s'adresser au public, puis faire comme genre... On trouve une manière, genre, qu'on explique. C'est comme, regarde, là, les amis, ils ont sorti la mort, ils seront pas là. Ils seront pas là, les amis. Voici pourquoi. Tu sais, le Soul Train, c'est-tu innocent? Ben, c'est parce que... Il y a Soul Train ou Soul Trains. Hein? Ben, je pense que c'est quoi? C'est pas le groupe au Bellaton? Oui, c'est ça. C'est littéralement tout. C'est le groupe de Soul Train. C'est tellement, c'est tellement innocent. C'est cave. Et là, tu m'as dit, on n'a pas parlé encore du petit gars. Mais ça, c'était le bout un petit peu plus adolescent du film. C'est-à-dire que la fille, Jenna Ortega, se trouve un love interest. Donc, dans le fond, elle prend son BC, qu'elle est fâchée. Elle, on comprend que son père est mort, puis que Lydia, ça la fait chier, puis elle aime pas sa mère, puis bon, elle veut retrouver son père, blablabla. Puis ça, c'est le bout le moins intéressant du film. Puis elle tombe dans une maison dans les arbres d'un gars qui semble rester dans cette petite ville-là. Et ce qu'on apprend, c'est que le petit gars, dans le fond, on voit pas son père. Puis ça, c'est clever aussi. On voit pas le père, on voit pas la mère. Ben, on sait qu'ils sont morts. Tu vois qu'il y a quelque chose de louche. Là. Mais tu dirais qu'il y a peut-être ceux qui sont morts, mais tu sais pas nécessairement que c'est lui qui les a tués. C'est ça. Et là, ce que tu comprends, c'est que dans le fond, lui, il a besoin de traverser avec la fille de Lydia dans le but de traverser leur... d'échanger la vie de l'un pour l'autre, puis blablabla. Puis ce qui est cool, c'est que c'est Beetlejuice qui règle ça, là. Oui. C'est comme... C'est lui qui décide c'est sa side quest. C'est vraiment innocent, là. Mais j'ai trouvé que la twist est intéressante. Mais écoute, il y a tellement... C'est parce qu'il y a tellement de stock. Tu sais, je nous écoute parler, puis ça fait aucun sens. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tous les éléments qu'on a nommés, il n'y en a pas un qui est travaillé. Non, puis il n'y en a pas un qui est central à l'histoire. Absolument pas. Ce n'est que des petites affaires collées les unes après les autres. Des petites vignettes. Et tout ça à travers plein de scènes qui sont genre bourrées visuellement, toutes sortes de trucs, de la créativité à travers. Je vous le dis, comment ils ont ramené le personnage de Jeffrey, on en parlait tantôt. Là, je l'appelle Jeffrey Wright, mais c'est pas Jeffrey Wright. C'est Charles. Les petits oisillons. J'oublie son nom, mais en tout cas, Joseph Deed, je pense qu'il s'appelle le personnage. Mais, tu sais, il est en stop motion. C'est Charles. Charles? Ouais, Charles Deed? Ouais, ça se peut. Puis je cherchais le nom de l'acteur, mais bref.
Tu sais, il y a la scène dans stop motion au début, mais après, il y a genre des peintures de lui. Oui. Ils ont toutes sortes de manières dans le film de toujours évoquer le personnage sans que ce soit genre l'acteur. Puis le film regorge de ça. Il y a de la créativité visuelle constamment. Là. Puis surtout, si vous tripez sur l'univers de Burton, là, ça dégouline. Mais je pense que c'est Alan qui l'a le mieux résumé. Tu sais, tu sors de là. Est-ce que tu regrettes ton 15$ ou ton 12$? Absolument pas. Zero aucune barre. Puis, moi, je pense que tu disais tantôt le 1, il te pogne des moments de le réécouter, puis tout, lui, t'es pas sûr. Ben, tu sais, moi, je pense qu'il va bien se réécouter tout de suite après le deuxième. Là. Non, c'est possible. Bref, c'est une recommandation. Ah, ça, c'est sûr. Oui. Recommandation des injustes. Pour une fois, on aime quelque chose. Donc, on a essayé d'être méchant, mais je pense qu'on l'a tout aimé quand même. Ben, mais c'est parce que, on t'a pas le choix de parler des éléments faibles, mais c'est qu'en même temps, que ça fonctionne en même temps. On a semi-détruit aussi Deadpool, mais Deadpool, est-ce qu'on peut regretter d'avoir vu ce film-là? Non, tu ris du début jusqu'à la fin. Ah, moi, Deadpool, mon plus gros problème, c'est que, écoutez-le maintenant. Ouais, mais c'est parce que, c'est à peu près exactement, c'est parce que Spider-Man No Way Home, tu vas vivre encore des moments émotionnels, mais c'est pas aussi épique que la première fois. C'est ça. Deadpool, c'est le bye-bye des super-héros. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu réécoutes pas Bye Bye 2017, là. Parce que ça fait plus de sens. Ça, ou parce que tu le vis à la fin de 2017. C'est ça, tu le vis là. Je pense qu'il était même pas pertinent en 2017, le bye-bye. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est une revue de l'actualité, tu le regardes là, avec les référents du moment. Puis une fois que c'est fini, tu le jettes à la poubelle, puis tu passes à autre chose. Deadpool et Wolverine, pour moi, c'est exactement ça dans le monde du super-héros. C'est comme un daily show à l'intérieur du MCU. C'est comme, voici où on en est, on va en rire, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on a fait de bien, voici ce qu'on a fait de mal, voici un wrap-up maintenant de ce qu'on a aimé dans notre univers de Fox, puis merci, bonsoir. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'en plus, c'est une vidéo hommage à l'univers de Fox, puis tu sais, c'est quelque chose qui a commencé il y a une vingtaine d'années, ça fait que faut que tu aies un certain âge pour avoir suivi ça au grand complet. Ben, exactement. Je m'imagine avec Arthur dans genre, mettons, 6-7 ans, là, qu'il va avoir 10 ans, puis qu'il va vouloir écouter les films de Marvel, mettons qu'on les fait, là. Il va falloir que je commence puis à y faire écouter Blade puis Electra puis les Fantastiques Four pour qu'ils voient les... Puis je ne ferais pas écouter Deadpool à 10 ans non mais plus. Non, il y a ça. Juste pour dire un exemple dans le temps, là, X-Men est le premier DVD que j'ai acheté. Eh boy. Yeah, mon Dieu, il y a 24 ans de ça. À l'époque où je lisais mes DVD dans le PlayStation 2. Ben, c'est ça. Tu sais, mais t'as un bon point. À chaque fois que je fais mes conférences dans les écoles secondaires, moi, tu vois, l'année passée, pas cette année, mais l'année passée, c'était la cohorte 2008. Ouais, les autres sont nés avec Iron Man. Tu sais, je veux dire, le rattrapage est épouvantable, là. C'est l'équivalent de moi qui voudrais commencer Doctor Who, là. Ouais. C'est épouvantable. Tu vis la même chose avec n'importe quelle génération, mais avec les millennials, ça fait de l'argent. C'est parce que, tu sais, t'as comme la génération avant le 11 septembre, puis après, c'est parce que, tu sais, avant, là, il y avait certaines générations, c'est comme, OK, c'est parce qu'il y a comme un pan de l'histoire que vous n'avez pas saisi, quelque chose que vous n'avez pas suivi, puis quand tu te rends compte qu'ils n'ont pas ces éléments-là, tu fais comme, OK, c'est parce qu'on va être capable de communiquer. On se comprendra pas nécessairement, mais... Puis tu sais, ça suit beaucoup le fait que, tu sais, à Hollywood, actuellement, ils ont probablement entre 35 et 45. Ceux qui écrivent puis qui font les trucs, tu sais, qui ont les référents que nous, on a. C'est correct, c'est parfait, mais c'est ça. C'est ciblé à un public qui a les référents. Tu sais, Deadpool sans référent, c'est encore bon, mais c'est fucking moins drôle et moins génial. Ouais. Tu sais, si tu pognes pas toutes les jokes, c'est moins... Mais bref, Beetlejuice va mieux vieillir que Deadpool va vieillir. Parce que les références sont moins là. Mais aussi parce qu'il référence son propre univers. Ah, c'est ça, à son il propre référence univers son propre film. Culture. C'est ça, il référence pas à l'actualité, il référence pas à... Tu sais, nous, on l'a vu, les histoires de Charles et de Jeffrey Wright, pis ça, c'est correct, mais je veux dire... C'est pas essentiel. C'est ça. C'est absolument pas essentiel. T'sais, il s'adresse pas au quatrième mur en nous disant « Hey, ce gars-là, c'est un pédo. » Puis les référents à la pop culture sont déjà datés. Il y a comme, quand il arrive, puis il a son costume, elle dit « Ah, t'as un beau costume de James Dean. » Déjà là, ben, James Dean de la génération actuelle, c'est loin. Puis là, il fait comme « Ouais, mais mes parents trouvent que je ressemble à un personnage de Happy Days. » Non, j'oublie le nom. T'sais, un peu. Là, Happy Days, là, c'est comme... Si tu connais James Dean, là, il y a comme c'est le next level de culture. C'était une série télé avec un petit rocker. Là, à un moment donné, tu là, te on dis, est rendu deep.
C'est ça, c'est de la culture générale rendu là, Ouais, c'est pas de c'est l'actualité, tu sais. Fait que ça va mieux vieillir que... Hey, on s'excuse, on a l'air d'être à l'autodrome. Sérieusement, la dernière fois qu'on a fait ça aussi, c'est parce que c'est une piste de course ici à Chicoutimi-Nord. Visiblement, c'est le boulevard Sainte-Geneviève qui remplace le boulevard Talbot. Hein. C'est pas un boulevard à 50 km/h comme Talbot aussi, ça? Oui, même chose. OK. Parenthèse étant terminée, tiens, ça va nous permettre de sauter à notre prochain sujet. Peut-être que c'était des Terminators. Terminator 0, hein, c'est bien ça? Zero. Fait que maintenant, c'est simple. Vous voulez vous lancer dans l'univers Terminator, il y a seulement 3 trucs. Vous écoutez Terminator 0, Terminator 2. Tu penses que ça a été fait comme ça? C'est parce que pour moi, si tu commences avec le 0, tu vas rien comprendre. Ouais, non. 1, 2, 0. T'aimeras pas ton expérience, pour être bien honnête. Là. Mais c'est quand même vrai que dans cet univers-là, écoute, il y en a eu de la marde. Terminator Rise of the Machine, le 3. On a commencé Terminator 3. Ouais. Salvation. Oui. Salvation, j'ai pas détesté Salvation. C'était le début d'une trilogie qu'on n'a jamais complétée. Mais c'est ça le problème. Avec quelque chose qu'on n'a jamais compris. Là. Sam Worthington, y a-t-il encore quelqu'un qui me comprend? Puis pourquoi Helena Bonham Carter était Skynet, là, j'ai jamais compris. Ça serait Monica Bellucci. Okay, je veux la suite maintenant. Maintenant, je suis intéressé à voir la suite. Mais bon, il y a eu donc Rise of the Machine, Salvation. Genesis. Le très vilain Genesis, très prometteur. On s'entend, quand j'ai vu la bande-annonce, moi j'ai fait « Oh! » Mais tous ces films-là, quand on voyait la bande-annonce à partir du 3, genre comme tout dépend. Genesis, jusqu'au temps qu'il montre que John Connor est un Terminator. Ah, Christ, que c'est. Puis en plus, ils ont fait la même gaffe que Terminator 2. Ils l'ont collissé dans la bande-annonce. Puis ça aussi, c'était comment nous expliquer comment Sarah Connor a fait 6 pieds à 3 pieds 2. Oui, et qui visiblement était mère des dragons aussi. Et puis avec un Terminator qui a fait des jours pendant 2 heures, est-ce que vous allez copuler? C'est terrible. Dark Fate, qui est la version mexicaine de Terminator. Avec un budget mexicain. Aussi, Dark Fate. C'était prometteur parce que c'était le retour de Linda Hamilton. Ouais. Puis James Cameron, qui nous a fait un James Cameron. Ah, maintenant, je suis derrière le projet. C'est le meilleur projet Terminator depuis que j'ai quitté la franchise. Le film est vraiment de la marge. Je n'ai jamais été derrière ce projet. Il est comme disparu, là, il est parti. Ouais, comme le Homer dans le buisson. Qui est comme le personnage de dans le 2. Qui est littéralement ça. Mais c'est parce que Cameron, rappelez-vous, il avait fait une vidéo. Ouais. J'endosse le film, vous allez voir, ça va être complètement capoté. Puis tu sais, on va se le dire, l'IA et les performances des effets visuels de ce qu'on peut faire maintenant a détruit ce film-là. Du moment où les ordinateurs sont connectés, puis que ça fait plus aucun sens. Là. Ça marche plus. Dans l'univers des années 90, un robot qui chasse, ça fait du sens. Puis en plus, c'est même pas la faute du Terminator dans Dark Fate, parce qu'il était calissement hot. Là. Sérieusement, c'est le T-1000. Le T-1000 avec le squelette de T-800. Oui, il était bon. Diego Luna. Il était bon. Sérieusement, il était indestructible. C'était un tank. Pour les personnages de téléphone, il y avait... Comment il s'appelle, Dark Fate? Il y avait des éléments qui fonctionnaient en lien, qui étaient le fun, mais overall, c'était vraiment un wreck. Ben, c'est parce que c'était encore une fois une réinterprétation de quelque chose qu'on a déjà vu. Mais c'était une réinterprétation maladroite. Ils ont montré l'avènement de Skynet par une chaîne de montage de chars qui faisait perdre des jobs à du monde. Ils ont montré la misère du Mexique sur la machination des usines, puis c'est ça que Skynet allait détruire. Ouais, ça, puis là, c'était plus Skynet, c'était quelque chose d'autre, parce que là, il fallait qu'ils acknowledge le fait que Terminator 2 avait... Parce que leur problème, ça a été Terminator 2. Du moment où Terminator 2 closait, donc, il n'y avait plus de Cyberdyne, il n'y avait plus de recherche en intelligence artificielle, il n'y avait plus de robots. Fin de l'histoire. Le 3 a tenté de nous faire croire que l'élément du jugement dernier est irrévocable. Là, tu peux pas l'éviter, tu ne l'as que repoussé. Puis l'idée, en passant, le 3 est pas vilain. Je parle de l'histoire. Je sais pas, je l'ai rien vu au cinéma, j'ai trouvé ça mauvais. Mais l'histoire est pas vilaine. C'est-à-dire que Connor vit à la suite du 2 dans une espèce de non-existence. Puis il se rend compte que, non, on a détruit Cyberdyne, c'est supposé détruire. Non, tu peux pas aller contre le jugement dernier. Puis le jugement dernier est fait par l'armée américaine. Puis là, tu le vois arriver. Tu vois le moment zéro. C'est pas bête comme histoire, mais c'est tellement vilain. Je veux dire, les jokes, puis tout. Puis Terminator qui tue tout le monde en tirait ses 2 testicules. Ben oui, puis la TX, il n'y a rien qui fonctionne. Mais l'histoire, l'idée de base est pas fausse. Puis ils ont toujours eu de la misère, puis c'est pour ça qu'on va revenir à zéro. Ils ont
depuis Terminator 2, ils ont de la misère à nous faire comprendre comment Skynet réussit à survivre, puis comment les temps... Hey, Genesis, là, c'est un fuck-up mess, là. Ben, la série TV, tu sais, dans mon avis, là, c'est la troisième meilleure chose qui est sortie de Terminator. Oui, c'était excellent. Avec Garbage. Oui, effectivement, qui faisait un T-1000. Mais sérieusement, cette série-là, de la façon que l'avait fait finir, on voulait tout voir la saison 3 parce que les autres, ils ont dit « Ah ouais, vous nous cancellez. On va finir ça sur un cliffhanger là, que vous n'avez pas vu venir, là, puis qu'on va tout vous casser. » Ils ont fourré l'histoire au grand complet. Quand ça est arrivé à la fin, là, le personnage principal de la série, il s'est fait one-shotter par un Terminator en virant à gauche à la place de droite. OK, wow. Tu sais, vraiment, lui, il a dit « Hey, je vais me cacher derrière ce colonne-là, je vais virer. » Puis le Terminator était là. Il a fait « Oups, je suis pas du bon bord. » Il est mort. Il a éliminé tout le monde. Puis quand John Connor s'est ramassé dans le trou à la fin, il a réussi à se sauver. Mais il a passé d'un portail temporel. Mais il est parti de l'autre côté. Ça fait que le John Connor qui va sauver le futur, c'est celui du passé qui s'est ramassé dans le futur. Mais la série finit là. Mais quand même, mais tu sais ça, ils ont des problèmes de timeline. Parce que tu sais, Genesis, c'est un fuck-off. Là, quand ils reviennent dans le 1, retournent dans le 2, reviennent dans le futur. C'est un peu tout le temps le danger avec des films qui traitent de voyage dans le temps, puis qui essayent de... Tu sais, c'est l'histoire de tout ça, puis là, c'est comme comment on travaille autour de ça, puis... Quand le problème est réglé, normalement, il n'est pas supposé revenir. Et quand il revient, ça invalide automatiquement ce qui a été fait avant. Dark Fate, même problème. Là, on se rend compte que c'est plus Skynet. Comment est-ce qu'il l'appelait, je me rappelle pas. Mais tu sais, c'est parce que c'est le problème aussi que tu voyages dans le temps. Normalement, tu n'es pas supposé pour revenir dans le futur. Normalement. En tout cas, on va en parler dans Zéro, comment il traite ça. Puis c'était une qualité, puis en même temps, je me disais, ouais, mais là, encore là, il crée un problème. Non, mais ça, c'est parce que ça, c'est le principe du timeline. C'est quelque chose qui est adapté. Ça fait une couple d'années, ça a bien des principes, puis c'est le seul moyen que tu peux expliquer le voyage dans le passé. Ben, ils l'ont Back to the Future too. Mais quand tu acknowledges ça sert à rien de voyager dans le temps, parce que tu fais créer une autre timeline, ça affecte pas la tienne. Ça sert à rien. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle de Zéro explique, là. C'est ça. En fait, c'est que tu acceptes de vivre dans une nouvelle réalité que tu viens de créer, ou encore de mener un combat différemment, mais tu as doomé quand même toutes les autres, là. Effectivement, parce que, en gros, pour faire un petit résumé rapide, c'est parce que le point de vue du voyage dans le temps, c'est que, dans le fond, si tu essaies de voyager dans le passé, tu te fous toi-même dans la marde, parce que, dans le fond, toi, tu es un événement qui existe déjà, tu es sur une ligne qui existe. Tu peux pas t'anéantir toi-même. C'est que tu retournes quelqu'un dans le passé, tout ce que tu fais, c'est créer une ligne de temps différente, parallèle, qui va possiblement amener au même point, mais peut-être en plus long, peut-être en plus rapide, mais tu vas toujours revenir à la même chose, mais tout ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois que tu retournes dans le passé, c'est que tu changeras pas ce que tu es en ce moment. Tu vas juste créer des lignes de temps différentes. Et c'est le principe pourquoi on voyage chaud dans le temps, que tu dis, ah, mais c'est non mais ridicule, il y a encore un Wolverine qui est entré dans le passé, ah, il y a encore une Jean Grey, ah, il y était encore... C'est normal parce que tu retournes d'un point dans ta ligne qui existait déjà, c'est juste qu'à partir du retour dans ton passé, puis tu crées une ligne différente, ça fait que c'est normal que ça soit les mêmes personnes qui sont là. Moi, personnellement, je trouve que c'est la façon la plus simple, la plus logique d'expliquer le voyage dans le temps. C'est ce qu'on appelle la technique Back to the Future. Oui. C'est-à-dire que tu acceptes de laisser ton présent tel qu'il est, qui va continuer sans toi. Puis moi, je pensais que c'était ce que Marvel allait faire, soit dit en passant. Là. Je pensais que c'était ça, qu'elle allait créer plein de... moi, je pensais que le multivers, c'était ça. Puis que ça allait lui permettre après de faire comme là, on va aller dans celui-là, ça va nous éviter de dealer avec ça. En réalité, la raison du pourquoi tu peux pas revenir normalement dans le futur, c'est pour ça, parce que Martin McFly, c'était le même problème. Il est revenu dans le futur, sauf que lui... Le futur de cette ligne-là. De cette ligne-là, mais le Martin McFly de ce futur-là qui a pris sa place, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Parce que lui, il a aucune reconnaissance de ce qui s'est passé. Il se rappelle de rien, là. Mais non, il l'a pas vécu. Puis lui, le Martin McFly qui a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il l'a-tu annihilé en revenant là? Ça, j'ai pas réponse. Mais c'est pour ça que normalement tu dis, une fois que tu es retourné là, tu peux pas revenir. C'est ça. Mais bref, Terminator 0, c'est un peu ce qu'on vient établir, en fait. Ouais, dans le fond, on est un petit peu... c'est quoi? C'est le 29 juillet 1997? Non, c'est le 29 août. 29 août. Parce que le jugement, le jour du jugement a lieu le 29 août 1997. À 2h et quelques. À peu près. Mais ça fait que c'est pour ça que la série avait sorti le 29 août sur Netflix. Mais là, on est au Japon. Là, t'es au Japon. T'as un père de famille avec des enfants. Il y a une petite... la gardienne. Il y a une petite gardienne qui est avec eux autres. Puis tu te rends compte que le père, c'est comme... c'est un gars qui travaille en informatique. Un scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle. Il travaille sur l'intelligence artificielle. Puis,
assez rapidement, tu te rends compte qu'il travaille sur une intelligence artificielle qui est séparée en 3 entités, comme t'as comme le cœur, la conscience, puis un autre. Là, coupé du monde, donc fermé, pas connecté. Pas fermé, connecté. Puis lui, il est au courant que Skynet va exister, puis il veut contrecarrer Skynet. C'est comme la réponse asiatique à Skynet. Tu comprends ça comme il est au courant que les États-Unis travaillent sur Skynet, le Japon, eux autres, travaillent sur ça. C'est quelque chose pour contrecarrer Skynet pour empêcher la fin du monde. En fait, il se dit, si les humains peuvent pas détruire Skynet, peut-être qu'une autre intelligence artificielle qui est programmée d'une façon différente. Effectivement, parce que lui, il sait que son intelligence artificielle qui est séparée en 3 stages différents au niveau émotionnel, puis il éduque des concepts, puis il essaie de convaincre l'intelligence artificielle que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Et c'est une longue conversation tout au long de la série qui, moi, je trouve, est le point le plus fort de cette série-là, parce que c'est ce que je suis un peu triste parce qu'il y a bien des critiques qui disaient que c'était léger puis qu'il aurait pu aller plus deep. Donc ça doit être moi qui est juste moron, parce que moi j'ai trouvé ça quand même... Ben non, mais c'est vrai, j'ai trouvé ça deep. Fait que je dois être juste un imbécile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus, parce que c'est un long plaidoyer sur... Je peux pas détruire mon ennemi. Fait que j'en ai fait une genre de copie que j'essaie de convaincre avant qu'ils prennent sa décision. Puis je prendrais un guest, genre je le laisse sortir. Tu sais, avant qu'ils prennent sa décision, je plaide ma cause. Ce que les humains n'ont jamais pu faire avec Skynet, parce qu'une fois que Skynet est en ligne, Skynet apprend rapidement que l'humain, c'est de la merde. Mais je crois que Skynet, c'est en bas d'une seconde de déclarer que l'humain, c'est de la merde. Ah, puis c'est pas trop long, là. Ils ont même pas eu le temps de dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont payé sa switch, les missiles nucléaires sont partis, ils ont fait, oups. Ouais, c'est ça. Là. C'est comme si vous mettez en ligne quelque chose, tu as accès à toute l'histoire du monde. Lui, il regarde ça froidement, il se dit, c'est le problème, je l'ai décalisse. Je suis dans un dilemme, là, parce que j'ai le goût de parler de la série, mais j'ai comme pas le goût qu'on spoil au complet, le... je sais qu'on spoil habituellement, mais c'est comme... Je comprends que c'est pas spoiler la deuxième partie. Ouais, c'est ça. La deuxième partie, j'ai comme... Ouais, je te comprends. Ça que les gens le découvrent, ça fait partie du fun. Dans le fond, la réponse de l'intelligence artificielle japonaise, elle fun. C'est ça. Parce que moi, tout le long, j'étais comme là, ah, c'est ça. Ah, OK, c'est la réponse japonaise. Puis là, bah, pourquoi on n'a jamais entendu parler avant? OK, ça va aller là. Pourquoi? Puis... Ils m'ont pris genre en arrière. Ils m'ont eu. Moi, ils m'ont eu. Je suis comme fait, ah, ok, c'était ça la twist. Puis ça fonctionne. Il n'y a pas juste une twist, là. Ouais, non. Il y a 2, 3, quand tu découvres 3, 4 twists à la fin. Puis les personnages sont le fun. L'aberration du voyage dans le temps de Terminator, ils la poussent au bout, puis ils les prennent toutes, puis ils les acceptent, puis ils les expliquent toutes, là. Oui, puis ils disent, garde. Ça n'a pas de sens, mais c'est ça qu'on a créé. On est tout courant que c'est un monstre qui n'a pas d'allure. On n'enlèvera rien du canon. Rien, là. Tout ce que vous avez vu fonctionne, puis même qu'on va vous donner des raisons pourquoi ceux qui disaient que ça fonctionnait plus fonctionnent en même temps. Puis, c'est aussi une discussion intéressante. T'sais, je sais pas comment ça va vieillir. Je sais pas comment cette série-là, mettons, dans 10, 15, 50 ans, va être reçue. Mais en ce moment, c'est quelque chose de vraiment intelligent sur le rapport qu'on a avec l'intelligence artificielle, puis genre... les impacts que ça a dans notre vie et que ça peut avoir à terme. Ben, tu sais, la série qui avait sorti chez AWA, c'était All Robots, quelque chose de genre, là. Tu sais, dans le fond, tu avais des robots esclaves qui travaillaient ça, puis qu'à un moment donné, ils ont décidé comme de syndicaliser, puis qu'ils se sont révolutionnés contre l'humanité. C'est parce que, tu sais, on est à peu près dans ce concept-là. Je pense qu'en tant qu'humanité, on est en train de se rendre compte que, technologiquement parlant, tu sais, comme Martin, c'était au dernier podcast qui parlait, c'était... c'est qui? À base de carbone, on était juste là pour... Ah oui, c'est la formule de Dieu, un livre de Dos Santos qui, lui, sa théorie, dans le fond, là, c'est que le Big Bang arrive parce qu'on n'a pas trouvé la réponse à la fin de l'univers. En gros, là, c'est que ce qui a créé le Big Bang, c'est des robots pour que la vie se recrée, pour qu'on puisse créer les robots, pour qu'ils puissent recréer le Big Bang. Donc, dans le fond, c'est comme, nous, on est la base de carbone, mais éventuellement, notre mission, c'est d'être remplacé par des robots qui, eux, peuvent aller explorer le reste de l'univers, puis devenir eux autres... des dieux. C'est ça, puis éventuellement... quand l'univers va avoir fini soit d'étendre ou encore va se rétrécir, ils leur partent. Dans la littérature, c'est vraiment quelque chose qui est courant. Tu sais, Dune, l'origine de Dune, c'est ça. Le djihad butlérien qui a mené à la Bible orange, c'était ça. L'intelligence artificielle a pris le dessus, puis il y a une guerre contre les robots. L'humanité a réussi à annihiler les robots. Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ordinateur dans Dune, puis le monde se pousse aux épices, parce qu'ils ont peur, ils veulent plus que les robots prennent le dessus. La formule de Dieu, là, c'est littéralement la matrice. Tu sais, la matrice se reboot sans cesse. Tu sais, quand l'architecte est devant Néo,
et lui dit, t'es la 6e fois parce qu'on n'a pas été capable. Parce qu'on n'a pas été capable de t'embriquer dans l'équation, on n'est pas capable de te calculer, fait qu'on a accepté un degré d'imperfection, puis ça vient avec le fait qu'à un moment donné, on est obligé de rebooter tout parce que ça fait plus de sens. Fait que là, toi, t'es pas différent des 5 autres. T'es juste un processus normal. Avec lequel on deal. T'es juste un problème où puis on est devenu super efficace quand il dit on détruit Sion au moment où on se parle et on est devenu extrêmement efficace à ça. Parce que c'est pas notre première fois. Puis on revient aussi à quelque chose que moi j'aime beaucoup, le concept de la robotisation selon Asimov, puis les grandes questions sur. Puis tu sais, là, ça tombe dans les débats sur genre l'esclavagisme, puis tu sais, la place que l'homme a sur la Terre par rapport à lui-même, par rapport aux autres espèces. Puis là, tente la robotique là-dedans, genre de se doter d'un code. Puis il adresse ce côté-là aussi avec le personnage. En fait, la question il y a un personnage à un moment donné qu'on découvre qui est un robot, puis toute cette question-là sur c'est intéressant parce que la question qu'il pose à son... C'est plus important, moi. C'est ça. Mais la question qu'il pose à son intelligence artificielle, c'est vas-tu être capable de dealer avec l'imperfection de l'humanité? C'est ça la question. C'est nous, on s'aime comme être imparfait. On le sera jamais. T'as 2 choix. Tu te débarrasses de ça ou t'apprends à vivre avec cette imperfection. Ouais, parce que c'est l'intelligence artificielle qui te challenge avec un point. Fait comme chaque grand mouvement d'évolution de l'humanité, puis chaque grand avancement technologique a mené une catastrophe humanitaire. Chaque fois qu'on a évolué, il y a eu des morts. Des dommages collatéraux. Collatéraux, peu importe, là, que tu prennes, que ce soit l'avènement de la bombe nucléaire, n'importe quoi. L'industrialisation, n'importe. À chaque fois qu'il y a une avancée technologique, que l'humanité a évolué, on a tué des milliers et des milliers, des fois des millions de personnes. Elle dit pas exactement comme ça, mais elle fait comprendre que vous avez été Skynet pour un paquet de monde, là. Puis un paquet de situations, puis un paquet de... Tu sais, il y a plein de fois... Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'elle dit, tu sais, êtes-vous surpris que Skynet réagisse? Parce qu'il y a ça aussi. L'humain qu'on a mis dans la machine. Tu sais, elle dit à m'amener, es-tu vraiment surpris que Skynet, son premier réflexe, comme Américain, c'est de vous clairer? Ouais. De tasser l'ennemi numéro 1. C'est ce que vous faites. C'est exactement ce que vous faites par défaut parce que dès qu'il y a une adversité puis que vous avez la chance, la puissance de le faire, vous le faites. Ben, vous le faites. Puis là, soudainement, c'est plus correct. Puis, tu sais, toute cette conversation-là dure toute la série et elle est intelligente, intéressante. Puis je divulgacherai pas la décision de qu'est-ce qui est fait, puis de comment c'est amené, puis qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a plein de twists, de rebondissements qui font du sens, qui viennent attacher tous ces éléments-là et qui me font dire, je me suis calissé du fait que c'est un anime. Mais sérieusement, la qualité du studio IG aussi, puis tu sais, le Terminator, des bonnes séquences, il y a des bonnes séquences de violence, et puis ils ont fait une petite joke à l'Assassin's Creed avec son crossbow qu'il y avait dans le poignet. C'est bon ça. Ils ont refait la séquence du poste de police et c'était du génie. Ils ont refait le poste de police, mais en fait, dans les 4 premiers épisodes, que moi j'ai moins aimé un peu, mais ils reprennent dans le fond, ça n'a pas de lien avec Terminator. Je me disais, après 4 épisodes, j'étais là, techniquement, pourquoi ça porte le nom? Il est où, tu sais, on l'a vu, il y a un combat dans le premier épisode, mais j'étais là, on dirait qu'ils ont pris une autre série, mais non. Ils refont des scènes qui sont clés normalement, tu sais, la poursuite en moto dans le 2 puis tout, mais genre, ils les mettent dans d'autres contextes. Mais tu reconnais ces scènes-là, puis ils reprennent les plans de caméra, ils font vivre aux personnages les mêmes choses, puis c'est voulu, genre, c'est comme, on va pas aller vous rappeler ce qui est arrivé dans les autres films, mais on va recréer des séquences qui sont un peu pareilles, on rend hommage à ça, puis vous allez voir, on est dans le même univers, puis il y a une raison pourquoi tout ça. Mais le premier épisode, moi, j'ai trouvé que c'était brillant sur un certain niveau, parce que je suis convaincu que Martin, c'est son épisode le plus faible. Oui. Mais ça, le contraire. Pour lui, c'était son épisode le plus faible, il faut qu'il passe au travers, mais pour tous les fans d'anime, c'est ce qui a fait accrocher. Puis après, tu as suivi le reste, puis tu as embarqué dans l'histoire. Ouais. Mais le premier épisode, avec les séquences d'action qu'ils ont faites, qui n'avaient pas rapport, qui avaient ça, si tu vas chercher tes fans d'anime en faisant ça, moi, j'ai détesté. Ils vont vouloir voir la suite. Mais tu vois, c'est l'effet contraire, parce que le monde qui voulait voir ça, il fait on va voir quelque chose d'action. Là, ils ont poussé ça all the top anime. Puis après, ils t'ont crissé ça terre à terre. Mais ça a été brillant. Mais ça prouve que quand tu as un bon produit, tu as quelque chose d'intelligent à dire, que c'est bien ficelé, tu peux permettre à des gens de passer par-dessus. C'est ça. Ils ont pris le guess pour accrocher avec le premier épisode, puis après, ils ont fait OK, on vous a accroché, on vous emmène ailleurs. Parce que moi, à la fin, tu sais, l'anime, c'était plus un facteur. Non. Pour moi, là. Ben, c'est ça qui se fait le fun avec les animes que tu as écouté. Mettons que Akira.
Tu sais. Moi, tu me feras pas écouter Akira, je te le dis tout de suite. Je vais te le faire lire. Ouais, lire, c'est parce que c'est ça, c'est parce que, tu sais, au début, tu écoutais ça pour les séquences, quand tu es embarqué dans l'histoire, puis ce que ça s'en va, tu fais comme, on est ailleurs. Tu te rends même plus compte que tu écoutes un anime à un moment donné, là. Mais c'est vraiment bien fait, puis je l'ai dévoré, puis je regrette pas de l'avoir commencé. Tu m'as poussé quand même pas mal, puis j'ai fini par dire, gars, j'avais un soir, j'ai fait, gars, je vais l'essayer tout je suis convaincu que, mettons, après l'épisode 3, tu devais faire genre, OK, c'est le fun, mais... Après le 3, j'ai fait comme... En fait, après le 3, il y avait trop planté de questions pour que j'arrête. J'étais pas convaincu que j'aimais ça. Je savais pas si j'aimais ça. Mais tu voulais quand même continuer. Mais là, je me disais, non, là, je viens de mettre genre 70-80 minutes là-dedans. Il y a de quoi que je comprends pas encore, puis je suis assez curieux. C'est assez bon pour que je sois curieux de savoir. Tu sais, je m'en crisse pas. C'est comme, OK, non, je veux savoir. Parce que c'est ça, il y a des affaires que tu dis, c'est tellement développé drôlement, on porte pas d'attention à ça, tu te dis, c'est-tu mal fait, je suis con, ben... Puis ça vient par être adressé. Quand est-ce que ça attache avec Terminator, tu t'en as bien parlé. Après ça, une fois que tu... Tu sais, déjà en partant, là, pourquoi ce gars-là sait que Skynet arrive? Ouais. Où il a pris son knowledge. Et on le voit pas, dans quoi il travaille, où sont ses partenaires. Mais moi, ce qui me surprise, c'est parce que quand cette série commence, puis ça se passe au Japon, là, technologiquement parlant, je pensais qu'il était à genre en 2035. Ouais. Mais là, tu te rends compte qu'ils sont en 1997, à genre quelques jours de l'événement Skynet. Et là, tu fais comme, comment ce gars-là fait pour être aussi avancé? Et là, tu commences à te poser plein de questions parce que tout est possible. Mais sauf qu'au début des premiers épisodes, tu sais pas que c'est en 97. Là, tu sais un petit peu plus tard parce que. Ah, mais non, il y a beaucoup de génie dans cette série. Et j'adore le nom de la. Tu sais, on parle de Skynet depuis tout à l'heure, mais l'équivalent japonais, c'est Kokoro. Kokoro. J'aime beaucoup Kokoro. Et ça m'a donné le goût d'avoir une suite. Ben, la série, c'est pas encore cancellé pour avoir une suite ou pas. Mais moi, j'aimerais beaucoup. J'espère qu'on va en avoir une, effectivement, parce que, tu sais, il y a beaucoup de possibilités dans cet univers-là. Surtout de la façon qu'ils ont emmené le voyage dans le temps, c'est parce que tout est possible, puis tous les univers sont possibles. Oui, puis, tu sais, comme tous les univers coexistent, ben, tu peux te permettre de continuer celui-là, parce qu'il amène... Il amène, en fait, un statut, puis là, j'essaie de pas divulgacher, mais tu sais, il amène un statu quo, pas statu quo, mais il amène un univers en tant que tel dans lequel ça serait plausible de vouloir voir évoluer les personnages. Ben, effectivement, parce que à peu près tous les personnages ont une fin ouverte. Exact. Tu sais, il donne plusieurs possibilités à chaque personnage. Tu sais, aucun des personnages a une fin finie. C'est comme, toi, tu peux être ça ou ça. Toi, tu peux être ça ou ça. Et puis, tu n'as aucune idée dans quelle direction tu vas aller. Puis c'est assez fermé aussi pour que ça soit satisfaisant, par contre. Ben exact. C'est pas assez ouvert. Moi, je dirais, je crave pas une saison 2. Moi, je trouve que ça raconte ce que ça a raconté. En même temps, ouais, il y en aura une deuxième saison, je l'écouterais, je serais curieux. Mais en même temps, je trouve que c'est parfait, puis ça se suffit. Non, effectivement, mais c'est ça. Mais c'est là que tu vois que c'est bien fait. Parce que dans le fond, autant tu aimerais en avoir un autre, autant tu te dis, ben, il n'y en a pas d'autres, puis ça se tient en lui-même. Là, ça se tient en lui-même. Ma seule déception, c'est que j'aimerais. Puis je sais que c'est pas tous les streamings qui le font, puis ça dépend toujours de la série et autres, mais j'aimerais bien ça pouvoir le mettre dans ma collection à côté de mes Terminators. Je trouve qu'il mérite sa place. Oui, j'ai pensé à ça aussi. T'as pensé à ça aussi, hein? Je me suis dit, un beau petit coffret là, que je pourrais mettre. Là, genre, tu sais, d'abord, j'ai Genesis, Dark Fate, puis l'autre cochonnerie de Salvation, là. Tu sais, qui est un peu comme ton Monster Universe, là, jamais complété, là. On attend toujours la suite de Salvation. Mais c'était pas mauvais. Ah non, Christian Bale avait juste pété un plomb aussi. Il avait failli tuer tout le monde sur le plateau. Mais tu sais, c'est Christian Bale. Et que c'était vilain. Ah non, honnêtement, je peux même pas croire que tu défends ça. Ah, j'ai aimé ce film-là. C'est terrible. Il y avait des motos Terminator. Ouf. Mauvais souvenir, hein? Ouais. C'était le point vendeur du film. Ouais, les deux motos Terminator qui courent après le gars, là, c'était extraordinaire. Et passons maintenant d'une série animée qui avait un budget modeste à une série avec... qui est bonne à... On va chier. À une série qui a extrêmement de budget. Qui est pas animée. Qui est pas animée. Bonne. Arrête. Rings of Power, saison 2. Et je dois avouer une chose. J'étais peu confiant et peu fier après la première saison de devoir porter sur moi l'odieux de défendre cette série-là. Parce que moi, je l'ai aimé, puis tout le monde m'a intimidé, puis c'est correct. Mais je me fais un point d'honneur de vous dire que depuis que j'ai commencé la saison 2, puis je suis rendu au 5e épisode... Il s'intimide lui-même. Non, c'est comme si mon boxeur se relevait tranquillement, pas vite.
J'adore ce que je vois de la deuxième saison. C'est que ton Little Max est enlevé? Oui, j'adore ce que je vois. J'adore ce que je vois de la deuxième saison. Pour moi, la deuxième saison, c'est ce que je voulais voir de la première. On a essayé des choses en première. Toute l'histoire de la création du Mordor, c'était tellement pas nécessaire. Ils l'ont fait. OK, c'est correct, on va vivre avec. L'histoire que Galadriel est une super guerrière dans un... OK, c'est correct, ils l'ont fait, on va vivre avec. Le fait que Sauron est un humain puis qu'il a participé à la création des 3 anneaux elfiques alors qu'il n'était pas là. Puis les 3 anneaux elfiques sont les 3 derniers anneaux créés dans l'histoire normalement, justement parce que c'est les seuls qu'il n'a pas touché. Je vais vivre avec ça. Je suis correct. Mais là, comment ne pas aimer Anatar, le Lord of Gift? Comment pas l'aimer? En mettant une manière complètement idiote de comment il arrive. Genre, il revient, puis Celebrimbor fait comme... Mais non, comment ça fait que tu reviens? Il me semble que Galadriel t'avait dit de pas revenir. L'autre bord du monde, t'as Galadriel qui dit au roi des elfes, genre... C'était Sauron. C'était Sauron. C'est lui. L'empereur du mal s'est caché sous forme d'homme, puis il a forgé ces anneaux de pouvoir-là qui sont probablement remplis de choses mauvaises pour nous. OK, on va envoyer 2 soldats pour tenir à Celebrimbor. Non, mais avant, on va mettre Non, juste avant, on va mettre les anneaux. Ouais, juste avant, on va les mettre. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, comment Galadriel va se battre contre toutes les elfes. Puis elle fait comme, OK, chill, moi aussi, je mets un anneau. Déjà là, j'étais comme, OK, ils ont décidé que le personnage était un reset. Ouais, mais le problème, c'est que ces anneaux-là, ils auraient jamais dû être en présence de Sauron. Non, parce que ça vient un peu corrompre l'histoire qu'ils ont racontée. Parce qu'il y a déjà une emprise sur ces 3-là, alors qu'ils devraient pas. Par contre, ce qu'ils font avec les anneaux des nains, c'est exactement ce que je m'attendais à voir. Oui. C'est ça. Et ça tu sais, ce qu'ils font, ils font la même chose. C'est rien que là, c'était pas là. Puis là, ils ont inventé quelque chose d'autre. Genre, les elfes allaient disparaître, ça leur prenait quelque chose. Ben là, Sauron leur a donné cet anneau-là qui leur permet de garder leur royaume puis rester sur place. Puis en même temps, ils sont partagés. Hein. On reste là, faut quand même qu'on se batte contre Sauron. Puis... Parce que, tu sais... Mais ça reste foncièrement idiot, là. Moi, la lettre envoyée par le roi des elfes, on va l'envoyer sur un gars en cheval qui se fait tuer 2 secondes après. D'ailleurs, on ne fera jamais de suivi. D'ailleurs, ils ont pas pris un aigle. Ouais, mais t'as peu, là. Ouais, non, c'est dans l'ordre. Ça sera même pas là. Mais ça... Non, les aigles ont une fonction différente là-dedans. Mais le voyage entre Eregion et Khazad-dûm, visiblement, ça va plus vite qu'entre Eregion et Lindon. Eh mon Dieu, oui, hein? Parce que... Entre Lindon et Eregion, sont pas capables de se parler, sont pas capables de se rendre, mais le nain, lui, il fait le Khazad-dûm, Eregion, là. Ah, t'as l'impression que c'est un ascenseur, je sais pas, il y a un métro entre les deux. Lui, il voyage en tabarnak, il n'y a pas de problème. Mais écoute, c'est bourré de problèmes, OK? Mais les problèmes qu'ils ont sont nés de la première saison. Ben oui, puis tout est là, le genre, oh mon Dieu, le roi nain qui est en chicane avec son fils, ils veulent plus jamais savoir comment ils vont se réconcilier. Tout d'un coup, le personnage de sa femme qui nous avait été présenté, à moins que j'ai mal compris, là, comme une femme au foyer dans saison 1, tout d'un coup est genre la conseillère du roi, puis c'est elle qui gère comment les royaumes sont construits. Ouais, elle est capable de parler à la montagne. Ben c'est ça, rien que pour qu'elle ait des discussions avec le roi sur genre, vous devriez vous parler, vous avez une tête de cochon, puis j'étais comme là, ça me dérange pas, mais c'était pas ça dans saison 1. Mais la seule histoire qui est restée sensiblement, merci, c'est le mot que je cherchais, la même, c'est celle de Numénor. Numénor, visiblement, ils n'ont pas touché. À part certains trucs, genre la sœur de Isildur, qui passe de... Elle, tout d'un coup, elle devient une evil bitch. Dans saison 1, elle est comme, elle est gentille, elle aime son frère, incurieuse. Dans saison 2, c'est comme rien que c'est une Karen, virée folle, là. Genre, c'est le mal incarné, puis j'étais comme... Ah, ce personnage-là, là, ils ont littéralement, ils ont même pas pris 2 secondes pour nous expliquer la transition. C'est comme l'un est rendu une evil bitch. Elle déteste son père, puis elle fait des actions que tu comprends pas. Sauron est extraordinaire. Ah, il est cool. Celebrimbor est quand même épais. Oh, c'est un hostie d'épais, mais c'est ça pareil. Puis tu sais, et encore une fois, quand je vous dis que la première saison détient tout ce qui fait que ça marche pas. Tu sais, je veux dire, là, ils se sont dit, OK, il a fait les 3 anneaux avec un humain, sauf que là, visiblement, tout le monde est en crise parce que le monde veut l'avoir Anatar, parce que c'est ça la vraie histoire. Il faut amener Anatar. Fait qu'il faut amener Anatar. Fait que là, l'humain va arriver. Puis il peut pas y aller que l'humain disparaît, Anatar revient, puis il fait comme, on va refaire d'autres anneaux, là, genre, je me méfie pas de ce dude-là. Il est trop tard, tu sais, je veux dire, il y a un savoir, visiblement, que Celebrimbor veut avoir. Fait que là, on va y inventer un genre de, mais tout ce temps, j'étais
Un émissaire des Istar. Je suis un émissaire des valeurs. Je suis venu te montrer comment faire des anneaux, mais tu sais, j'ai essayé en humain avant. Ouais. Pourquoi? Parce que je pouvais pas révéler ma vraie personne. C'est ça, ta gueule. Mais maintenant, toute la game de manipulation de Celebrimbor, de manipulation des anneaux des nains. Écoute, le 5e épisode est pour moi le mieux réussi parce que, justement, les nains se plaignent que les anneaux... Dans ce que j'ai lu de Tolkien, puis là, les gens pourront me reprendre s'ils veulent, là, mais dans ce que j'ai lu de Tolkien, ce qui arrive aux nains, c'est que ça amplifie leur avarisme. L'anneau amplifie leur avarisme. Donc, il y en a plusieurs qui, à cause de ça, vont accumuler des richesses extraordinaires, puis vont attirer des dragons. Puis les dragons vont en décimer une bonne partie, ainsi que de faire fondre certains des anneaux. Sauron va en récupérer, je pense, 3 ou 4 sur les 7. Pas plus que ça. Mais bref, il nous montre dans l'épisode que, effectivement, sur le père du Rhin, c'est carrément ça, là. Il taxe son peuple, s'il veut de l'argent, il est en train... Puis en même temps, on va dire que c'est un sauveur, parce que le royaume allait mal, puis l'anneau lui permet de trouver où les puits de lumière sont. Mais en même temps, il creuse trop, là. Puis il creuse à des places qu'il faut pas. Et Sauron, là, ce petit enfant de chienne, quand Celebrimbor lui rapporte ça, il lui dit « Mais c'est ta faute, tu sais, t'as menti à ton roi, hein, fait que ça a peut-être corrompu... » Ouais, c'est ça. J'ai pas de contrôle sur l'impureté que t'as mis dans les anneaux. T'as peut-être corrompu les anneaux, fait que la solution, ça serait d'en faire une de faute. Pour les hommes. Ça va équilibrer les 7 autres. Et ça, j'ai trouvé ça, tu sais, toutes ces scènes-là, là, partout où il est d'abord, cet acteur-là, autant dans la saison 1 que dans la saison 2, il est le point fort d'Amazon Rings of Power. Pour moi, c'est lui le point fort. La série, c'est littéralement lui. Partout où il est, chaque fois qu'il est là, ça marche. Puis le reste, il y a beaucoup de problèmes. On a 5 épisodes de fête, là. Martin vient de parler de 15 minutes sur les 5 épisodes. Il y a plein d'autres choses à travers. Vous avez pas parlé de l'épisode où Sauron est obligé de convaincre les orques que c'est lui le leader, que les orques ils veulent avoir des enfants, et puis qu'il se fait tuer, c'est un prequel, que tu sais pas que c'est un prequel jusqu'au temps que tu sais. Parce que la série termine avec Sauron qui retourne au Mordor, puis là, c'est suivi, la première scène, c'est comme lui qui regarde au Mordor, puis là, il est au Mordor en train de parler aux orques. Fait que tu fais comme, ok, il est revenu, puis là, il est en train de les convaincre. Mais non, c'était un prequel. C'était la forteresse quand... On veut montrer comment il est mort. Attends peu, c'est pire que ça. Ouais, faudrait bien vous expliquer. Là, finalement, on est en avance. Il peut pas tout de suite être aux têtes de l'armée des Mordors parce qu'il a pas fait ses anneaux. Fait que là, faudrait trouver une façon que, dans le fond, il peut pas vraiment être au Mordor. Ouais. Tu sais, dans le fond... Il check, mais finalement, il revient en arrière. Ben, c'est ça. Et c'est tout le problème de la série, tu sais. Je veux dire, il termine... C'est là que tu vois que la saison 1 a été mal pensée. Je veux dire, le gars se finit au Mordor. Là, t'arrives, tu regardes ton chessboard, tu dis, parfait, mes pions sont en place. Là, il y a quelqu'un qui fait comme, ouais, mais c'est parce qu'on est en avance, là. Je veux dire, il peut pas être là. Comment ça, il peut pas être là? Ben, on a fait juste 3 des anneaux. Ouais, il va faire les autres. Ouais, mais il peut pas laisser le Mordor faire les autres, puis être prêt. Il amènera pas les elfes au Mordor. Non, ça marche pas, là. Ah, ouais. Mais dans le fond, c'est parce que, tu sais, et là, ils te font un hostie. Il retournait pas à la maison, il contemplait le royaume. Ah, c'est mauvais, là. Et tout le bout d'Adar, c'est le pire, là. À chaque fois qu'eux autres sont là, les hommes du South, puis Adar, là, c'est mauvais. D'ailleurs, qu'on a recasté, que personne s'en est rendu compte. Lequel, l'elfe, ça? Ouais, l'elfe corrompu, là. L'elfe corrompu, le chef. Le Adar, le méchant, là. Qui visiblement va devenir leur ami parce qu'ils ont le même... Je sais pas trop, mais là, tu parlais de théorie tantôt, veux-tu je vais t'en donner? Ouais, je vais dire exactement ce qui va arriver avec ça. Ok, hey, c'est enregistré. Dans le prochain épisode, là, le Galadriel, ils ont pogné Galadriel, puis là, il a comme fait, je te tuerai pas, on a un ennemi commun. Fait que là, le roi des orques demande à Galadriel, on va se battre ensemble. Elle va accepter, elle va se rendre compte finalement que ils sont quand même de la merde, les orques, mais je veux dire, ils ont des familles aussi, c'est vrai, je peux comprendre ce qu'ils vont faire, mais il y a je sais pas c'est qui l'elfe dans la gang qui va comme faire genre, jamais, on s'allie avec des orques. Lui, il va y aller à reculons, puis dans un moment vraiment important, il va genre tuer un orque, il va comme faire genre, c'est dégueulasse, et genre, toute la confiance des orques envers les elfes va se perdre à ce moment-là, puis là, ça va comme retconner pourquoi, genre, les orques sont comme des ennemis mortels des hommes puis des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Là, ça va prendre quelque chose qui fait comme
Ils ont été chummés pendant un bout, là, mais genre, il y a eu une trahison. Ça commence à être compliqué, là. Ouais, c'est gros. Good, Evil. Ça me semble que c'est le fun que ça est simple. Mais là, c'est plus ça. Là, les orques sont good. On a vu des bébés orques et des mamans qui protègent les bébés orques. Je sais pas pourquoi le monde, ça les a choqués à ce point-là. Ça me choque pas non plus, c'est correct, mais je veux dire, ça fonctionne pas avec ce que les orques sont, genre dans Le Seigneur des Anneaux. C'est ça, qui sont le plus evil. Mais il faut revenir à ce point-là, peu importe ce qui va arriver. Fait que ça va prendre un événement comme ça qui va faire genre, les orques, là, ils haïssent les elfes à s'en confesser plus que les nains. Puis Tom Bombadil. Ouais, parce qu'on a écarté tout le fameux débat Gandalf, là, mais je suis de moins en moins convaincu que c'est Gandalf. Oui, c'est Gandalf. C'est Yank. Tom Bombadil, dans le fond, c'était probablement un des Wizards bleus. Puis l'autre... Non, Bombadil, c'est un valeur. Il est plus haut. Puissant. Il est plus haut que les Istari. Ben, dans la série, ce qu'il nous présente, c'est lui qui entraîne Gandalf. C'est ça. Ben, il l'entraîne. Il répond à une couple de questions. Puis il dit, je l'ai déjà fait pour un autre qui s'appelle le Dark Wizard. Puis là, Dark Wizard qui ressemble comme genre 2 gouttes d'eau à Saruman. Mais ça sera pas. C'est sûr, c'est pas Saruman. Ça va devenir genre soit le chef des Lich. Comment ça s'appelle, les Nazgûl. Il va devenir genre le Witch King, quelque chose de même. Moi, tu vois, ma théorie, là, c'est que finalement, ils vont pour les 2 bleus, parce que dans la littérature de Tolkien, ce qu'on m'expliquait, puis de ce que j'ai lu, c'est que les 2 bleus ont changé. Au début, Tolkien a présenté les 2 bleus comme 2 magiciens Istar qui sont arrivés avant les 3 autres, qui ont été dans l'Est, puis qui ont fait de la merde, puis sont devenus des 2 Evil Dark dans l'Est. Puis on les a jamais revus. Puis quand il a retconnu ça, c'est devenu 2 wizards bons, qui ont aidé contre la guerre contre Sauron, mais dans l'Est. Fait que c'est pour ça qu'on les a jamais vus. Et là, moi, j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé les 2 origines. T'en as un bleu méchant, puis t'en as un bleu gentil. Ils vont être dans l'Est. On va les voir se développer, mais ils sont ni Gandalf, ni Saruman. Mais les Hobbits l'appellent Grandelf, qui ressemble à Gandalf. Ouais, et littéralement, la dernière ligne qu'il dit dans sa zone, c'est une ligne Always qui dit à Pépé, follow your nose. Ça peut pas être lui, et puis... Et pourquoi pas? Puis même, il y a le look, les cheveux, Et pourquoi pas? Moi, je pense que c'est de la misdirection rendu là. Pourquoi pas? Parce que ça ferait crissement pas de sens que Saruman et Gandalf... D'abord, Saruman déjà evil, là, tout de suite en partant. Alors que... Ouais, mais Saruman... c'était le blanc, normalement? Ben oui, c'est le chef des Istars. Mais Gandalf, là, à la fin des 2 tours, là, quand il tombe dans le pit et qu'il affronte le Balrog... c'est à la fin du Fellowship. Puis ça, c'est un peu différent. Dans les films, c'est comme il bat, il gagne les XP, il revient à vie. Puis tu sais, il a genre son épée magique, son bâton, un cheval blanc, puis une robe blanche. Shadowfax, là, il a passé d'un mage level 20 à un mage level 50. C'est ça. Puis tu sais, il revient fort, puis il aime tout le monde. Mais dans les livres, c'est pas exactement ça. Quand il revient, il a comme perdu une partie de sa mémoire. Il a perdu sa mémoire. Il est mort. Tu sais, moi j'ai l'impression que c'est plus ça. C'est un nouveau personnage. Moi je pense que c'est Gandalf, mais genre ils vont trouver une affaire de même où genre ça va être brumeux, puis il va perdre genre des. C'est pour ça qu'il se rappellera pas d'avoir. Dans le livre Gandalf le Blanc, c'est littéralement un nouveau personnage. C'est parce que je pense qu'ils sont immortels, mais ils peuvent mourir. C'est ça. C'est juste c'est parce que lui qui a Gandalf le gris, il est mort, il est revenu à le blanc. Sauf que tu sais. C'est encore la même entité, mais c'est plus la même personne. Mais dans le film, dans le film, c'est pas évoqué, ça. Oui, dans le film, ils prennent la réplique. C'est juste que ce qui nous berne, c'est que c'est Ian McKellen. Ouais. Parce que Aragorn lui dit Gandalf, et il dit Gandalf, ouais, vous m'appeliez de même. Il y a des vagues souvenirs, puis il dit qu'il n'est plus vraiment lui. C'est parce qu'il y a des vagues souvenirs. Parce que c'est juste que par après, dans le 3e film, c'est comme si c'était toujours des chums. Mais c'est ça, là. Ben en fait, pour les humains, c'est littéralement toujours le même gars. Oui, mais pour lui, c'est pas la même chose. Ce qui nous brise, c'est vraiment l'interprétation d'Ian McKellen. Parce que Ian McKellen, en étant et le gris et le blanc, ben nous, nous aussi, on fait le lien que c'est le même personnage. Mais dans le livre, t'as raison, c'est beaucoup moins clair que ça. Puis c'est peut-être ça qui nous attend aussi dans le cas de ces 2 personnages-là. Mais moi, je peux te dire une chose. Je continue à croire que c'est Gandalf. J'adore l'acteur qui fait le proto-Saruman, là. Ou Witch King, dépendamment de qui va avoir raison entre nous 2. Là. Ouais. C'est l'acteur qui faisait Caesar dans Rome. Puis dans Game of Thrones, il faisait le chef des Wildlings. Oui. J'adore cet acteur-là. Je l'aime beaucoup. Puis en espèce de proto-Saruman, je le trouve magnifique. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Parce que là, on a eu quoi 3 minutes et demie de scène avec lui sur les 5 épisodes. Il en reste 3, là. Tu sais, là, on est sur la fin. Là. Moi, je te le dis que ça va finir là avec... ils vont forger les 9.
Puis on va probablement soit nous présenter des flashs des 9 humains, genre en montage, où ils vont nous montrer le Witch King. Non, ils ne le montreront pas parce que là, ça obligerait à ce qui est déjà casté comme 4-9. Non, ça va être... à la limite, on va voir genre des jambes puis une épée des mains, ou ça whatever. C'est ça. Ou on va entendre parler, ils vont dire des noms. Mais moi, je pense que ça se termine avec la Forge des 9. Mais Chris, il va rester rien qu'une saison après ça? Non, ils vont à 5. 5? OK, puis les 9 vont être faites. Les 9 vont être faites, mais ils ne sont pas corrompus encore. Idéalement, là, la série va se terminer avec genre la guerre. La Last Alliance. Ils vont te choper son droit. Last Alliance. En fait, c'est ça. Si ton mapping est bon, là, tu crées tes 9 à la fin de la 2e saison. Ta 3e saison, c'est toutes les guerres d'anneaux, puis les pouvoirs d'anneaux, puis les 9 qui tombent de l'autre côté. Ta 4e saison, c'est littéralement la préparation à la guerre. Puis ta 5e, c'est la guerre. Puis tu t'en vas avec Last Alliance of Elves and Men. Puis après ça, tu chopes le doigt puis c'est terminé. La seule raison pourquoi je dis genre j'ai plus de fun dans 2, c'est littéralement ça. Moi, je fais comme... Je le disais avant que la première saison passe, là, c'est pas grave s'ils prennent des libertés par rapport à l'œuvre de Tolkien. Il faut considérer ça comme... Il y a 6 phrases. Ça utilise les noms puis des affaires puis ça fait son propre truc. Le problème, c'est que la saison 1 le faisait mal. C'était pas rien que ça adaptait mal, c'était pas une bonne histoire, c'était un peu idiot. Là, dans saison 2, au moins, j'ai du fun. Là, il y a comme des débuts de trucs intéressants qui sont racontés correctement. C'est encore des problèmes. Je veux dire, c'est encore une mauvaise saison de Game of Thrones. Mais, genre, j'ai du fun pareil. Puis, il y a du gros cash à l'écran. On se le cachera pas, là. Ça look, là. C'est beau. C'est beau. Hein. J'ai tellement aucun niveau d'intérêt. Moi, je trouve ça beau, père. C'est beau. Honnêtement, c'est beau. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. J'ai hâte de voir la fin. Puis, maintenant, l'intérêt est encore là. Ils se sont vantés d'avoir du monde qui suivent, mais je suis pas sûr que ça... Quand t'as 80% du monde qui ont pas fini la première... J'ai du monde, là, j'ai de mes chums là, qui sont genre hyper tolérants. Là. Ils écoutent à peu près tout, qui sont fans de Seigneur des Anneaux, puis qui m'ont dit... Je l'écouterai pas. Il y en a qui me disent je vais attendre que la saison 2 soit finie, je vais l'écouter. Il y a un de mes chums qui me dit je vais pas l'écouter parce que genre j'étais dans un groupe de discussion avec 4 autres de mes chums puis ça chicane tellement là. Il dit genre il y en a 2 qui sont fans de Tolkien, 2 qui aiment la série puis ça se pogne puis j'ai pas aimé la saison 1 puis genre j'embarque pas là-dedans. Non mais ça c'est l'autre affaire là. Le monde qui voudrait qu'on respecte Tolkien quand il y a genre 6 phrases pour tu sais je veux dire à un moment donné, l'histoire là, est sommaire en tabarnak. Là. Tu feras pas une saison avec ce qu'il y a écrit là-dessus. Là. Je veux dire, c'est bien cute, le Silmarillion, là, c'est bien le fun, là, mais la vérité, c'est que tu feras pas une saison. La réalité, c'est parce que entre les médias, il y aura toujours des différences. Il faut accepter chacun des médias pour ce qu'il est. Faut que tu les sépares. Il faut que tu les sépares. Puis il y a des œuvres qui sont capables d'être... on va prendre... mettons que ça va prendre... voyons, Chris... Frank Miller... Sin City. Ça, c'est parce que c'était pratiquement une plage de scénarisation, la bande dessinée. C'était un storyboard. C'est un storyboard. Tu es capable de le faire. Tu prends 300. 300, c'est des séquences d'action, la bande dessinée. Ça fait que... J'ai nommé littéralement les 2 BD back-à-back de Frank Miller. Mais c'est ça pareil. De Frank Miller, tu sais. Mais gars, puis tu vas tomber, mettons, avec certaines séquences, justement, tu sais, Zack Snyder a réussi à le faire avec Watchmen. Il a pris une liberté à la fin, mais c'est une liberté que je comprends parce que les squids, tu peux t'aliéner une partie de la population avec ça, tandis que si tu vas avec quelque chose qui est plus politique, c'est plus facile à faire accepter. Sauf que il y a des œuvres que tu peux faire ça, mais il y en a d'autres que c'est tellement lourd, c'est tellement gros. Surtout que si tu prends quelque chose que 3500 pages. Écoute, ils ont fait un film avec, je vous le rappelle... une nouvelle de 110 pages, ils ont fait 3 films de 3 heures. Ouais. Oui, puis ils ont fait un film avec 1 page de Dracula. Oui, puis regarde, ils veulent faire l'histoire de Gollum, puis présentement, là, Peter Jackson est déjà rendu à 2 films. Et puis ça, c'est terrible, là, parce que ça, là, ça va sentir le George Lucas 2, là. Je veux dire, McKellen est rendu à genre 95 ans, Calice, là. Ouais. Puis, je veux dire, quand Peter Jackson va l'appeler, puis il va dire, tu viens-tu, il va venir, là. Ouais, il l'a même dit, là, genre... Je peux plus acter, moi essayer, moi continuer, mais pour le Seigneur des Anneaux, moi le faire encore. Christopher Lee, quand dans Hobbit, c'est quoi tu penses? Hey, il était à Londres. Il bougeait plus. Ils l'ont assis d'une chaise. Ils l'ont filmé en train de faire ses dialogues. Ils ont crissé du botox dans la face numérique. Puis ils ont fait, ça va être ça. Le gars est mort, je pense, 1 ou 2 ans après. Là. Ouais. The Hunt for Gollum, c'est quoi? C'est 3 pages dans Fellowship? Je pense même pas, je pense que c'est Gandalf qui le raconte à Frodo. Mais tu sais, tu prends justement les Hobbits, il n'y a même pas d'épée, il n'y a rien là-dedans. Les nains, ils n'ont rien, là.
Ah, il y en a. C'est là qu'ils trouvent l'épée. Ils trouvent l'épée, mais tu sais, il n'y a pas rien qui part avant. Mais sauf que, tu sais, c'est parce que c'est pas... C'est un conte pour enfants. C'est un conte pour enfants. Il n'y a rien là-dedans. Ben, c'est parce que Hobbit, ça aurait fait genre un bon film d'1h30, 2 heures. Là. Mais c'est ça. Ils ont voulu pousser. Ils ont dit, tu le fais en 2 ans. Je me suis rendu à la fin du 2e. Je me suis jamais rendu au 3e. Puis ils ont intégré toutes les passes du Conseil Blanc, puis des contes et légendes inachevés pour faire des liens avec la trilogie. Puis, en passant, ça, on le dit pas, là, parce que les fans aiment bien ça rire de Ring of Powers, là. Mais parlons aussi de tout ce qu'ils ont fait dans The Hobbit qui venait détruire des points des 3 autres films. La naissance de Sauron, Gandalf est au courant. Gandalf est au courant, il le voit. Galadriel est littéralement témoin de Sauron et les 9 Nazgûl qui se présentent à elle. Puis dans Fellowship of the Ring, ça y prend tout pour croire que ça marche pas. Ils sont pas là. Ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Mais bon. Mais bon, c'est ça qui arrive. C'est ce qu'on appelle un divertissement. Puis si vous y réfléchissez, c'est pas un divertissement, c'est un débat. C'est un casse-tête. C'est un débat. Mais tu sais, en même temps, on dit souvent que les fans de Star Wars sont toxiques. Là. Je dirais que les fans de Tolkien, ils lâchent pas grand lousse non plus. Là. Ah, mais c'est parce que quand t'embarques des anachronismes, puis tu te contredis toi-même, puis tu sais, surtout, c'est parce que là, ce qui est con avec le Seigneur des Anneaux, c'est que présentement, Ring of Power, c'est un hors-série. Ben oui. Ça n'a pas de lien avec ce que Jackson a fait. Mais c'est ça qui est con, là. Mais ils n'ont pas tous les droits. Ça aussi, c'est épais. Je sais, c'est épais, c'est parce que pourquoi tu te lances dans quelque chose que t'as pas tout. T'as pas tout, puis t'as pas le droit de rentrer en lien avec ce que tu veux représenter. Tu sais, tu veux aller chercher les fans des films de Peter Jackson, mais t'as pas le droit de les référencer. Ben, ils ont décollé le MCU en disant on n'a pas Spider-Man, qui est le personnage le plus lucratif de Marvel, puis ils ont dit éventuellement on fait confiance que notre univers va le racheter, puis ben, ils ont réussi à moitié. Ah, mais tu sais, de certaine façon, on s'en fout, parce qu'au niveau de l'histoire, Spider-Man n'était pas essentiel. C'était juste un plus-value. Tandis que là, ils racontent une histoire qui n'a pas de lien avec les films de Peter Jackson, puis ils peuvent pas référencer. Mais qui mène au film. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu compliqué parce que c'est ça, ils sont un peu c'est comme le Smallville de la Terre du Milieu, là. C'est comme t'en as une partie, mais pas toutes, mais t'as des noms, mais t'es as pas. Il y a plein d'artefacts qu'on a vus dans les films de Peter Jackson qui ne pourront pas ramener, mais qu'on va voir les mêmes artefacts, mais ils seront pas pareils parce qu'ils peuvent pas. C'est déjà commencé. Elendil a présenté Narsil dans la première saison. On a tout fait comme. Hein? C'est pas la même. C'est pas rien. Il y a même plein de monde qui ont pas fait le lien. Oui. Puis là, dans le 2, il passe son temps à la regarder puis à la caresser. Puis quand il la donne dans le 2, c'est supposé être un moment de tension parce qu'il remet son épée. On est supposé faire comme oh mon Dieu, Narsil. Où c'est qu'elle s'en va? Mais tout le monde oublie que c'est Narsil. Tout le monde fait comme ouais, qu'est-ce que c'est son épée. Mais c'est pas son épée, c'est une fucking. C'est awesome, mais ça brise cette tension-là. Numénor, ça c'est un autre problème. C'est un bon. Moi, mais ils vont tous mourir noyés, fait que c'est pas grave. Ouais. L'important, mais là, ce que tu parlais tantôt, quoi, ils n'ont pas utilisé les aigles. Apparemment, les aigles là-dedans, ils arrivent pour que une foule se calme et nommer un roi. Ouais. Quand ils sont à un couronnement, ils peuvent littéralement changer le choix du public. Ouais. C'est comme si arrive, puis il est là, puis quelqu'un. Puis là, c'est comme, on est comme dans Game of Thrones, genre, si t'approches du dragon, s'il te brûle pas, t'es correct, ben là, ils ont fait, c'est une bonne idée. C'est littéralement, à 18h06, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement sera libéral. Oh, non, finalement, il va être péquiste. L'aigle a décidé finalement que ça allait être péquiste, on s'excuse. Mauvaise élection. C'est ça que les maritimes ont voté libéral. On a perdu la boîte de vote maritime. Ça a l'air que les aigles ont ben de l'influence sur qui c'est qui dirige quoi. Je dirais, Numénor, il y a quand même beaucoup d'affaires qui se passent là dans la saison 1. Dans la saison 2, on est complètement ailleurs. C'est des 2 minutes présentées. Rien pour dire qu'ils n'ont pas le choix. Numénor, c'est rien passé là. T'as eu Galadriel qui gueulait après l'autre qui gueulait. T'as pas fini. Calice. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, on sait tous où ce que ça s'en va. Parce que techniquement, Al-Farazon patente, il est supposé vivre la même chose que Celebrimbor. C'est-à-dire qu'il est supposé avoir Sauron qui arrive puis qui disent hey, sais-tu quoi, mon chum? Ça serait une crise de bonne idée que t'ailles genre péter la gueule aux dieux. Puis lui, ils vont faire comme ah, ben oui, c'est une bonne idée. Puis les dieux vont faire qu'est-ce qu'il fait là, lui, Calice? Puis là, ils vont couler l'île puis ils vont fermer les portes à jamais. Donc, ils isolent la terre du milieu des dieux. Fait que Sauron fait cool, mon jeu, tu sais, mon terrain de jeu est maintenant scellé. Donc, mangez de la merde tout le monde. Fuck you. Mais à ce moment-là, mais il est en prison, Sauron, à ce moment-là. Il est enfermé dans Numénor. Oui, c'est ça. Mais il meurt. Oui. Puis il revient à Mordor.
Mais ça fait partie de son plan. Son plan, c'est de dire les valeurs peuvent intervenir à tout moment. Ouais. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des Numénoriens parce qu'eux autres aussi sont trop. Tu sais, je veux pas les savoir de mon bord. Je suis ils sont trop dans forts. tout ce que vous dites, c'est aucun sens. Hey, c'est plus simple que Dune, là. T'es-tu malade, toi, Chris? C'est simple. Il y a une île avec des super humains. Des humains elfes. Veux-tu que je te parle de Dune pendant 3 heures? Non. Ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est super simple. Il prend ces hommes-là, il est convainc de se prendre plus haut que les dieux. Puis les dieux font comme va chier, puis il est cool. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est plus. Puis une fois que les portes sont fermées, ben Sauron fait comme ben vous êtes condamnés, motherfucker. Fait que. C'est tellement ennuyant. C'est moi votre dieu. Arrête, c'est bon. Ah ouais. Allez, on termine avec nos poisons. Tiens, vas-y donc, t'as pas assez parlé. Avant que tu t'endormes. Je vais essayer de me réveiller. Je vais y aller avec. Vous êtes tellement plein de merde. Je vais y aller avec 2 poisons. Je vais en faire un rapide parce que j'ai lu Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman derrière moi. Honnêtement, ça m'a vraiment surpris. T'sais, autant que Invasion avait été quelque chose qui était comme garoché pour lui présenter un petit peu ce qui se passait. Comment... pas long, il y a une piste de course. Une piste de course. Tu sais, comment le nouvel univers est arrivé avec le Reed Richards de Ultimatum, qu'est-ce qu'il avait fait pour empêcher que les super-héros existent pour créer son univers parfait. Et là, on nous présente un Peter Parker qui a 35 ans, il est marié, il a 2 enfants, il n'a pas de pouvoir. Sauf que pour réussir à rétablir tout ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune Tony Stark, parce que un des personnages principaux qui était dans Invasion, c'était son père. C'était Anthony qui était là. Tony Stark, à peu près personne ne le connaissait. C'est que Tony a réussi à trouver le problème des héros qui manquaient. Mm-hmm. Puis lui, il a comme envoyé des hologrammes à travers le temps pour essayer de recréer les héros pour réussir à sauver l'univers. Puis ça fait que il trouve le moyen de donner une araignée à Peter Parker de 35 ans. Faisait comme, tu sais qu'il te manque quelque chose dans ta vie, puis la réponse est là-dedans. Mais... Donc, t'as Peter Parker qui hésite, puis que lui, c'est un journaliste. Il travaille pour le Daily Bugle. Le Daily Bugle, l'éditeur en chef, c'est Ben Parker. Ah, OK. Tu sais, on est vraiment ailleurs. Sauf que, puis là, finalement, il décide d'ouvrir la sphère, puis de devenir Spider-Man. Tu sais, l'araignée le pique, puis il devient, sauf que, tu sais, c'est un Spider-Man qui est pas super rapide, qui est un petit peu naïf, à 35 ans. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en 6 numéros, je pense qu'on voit Spider-Man en à peu près 18 pages. Ce qui était un peu le cas quand ils ont parti Spider-Man dans les années 60, soit dit en passant. Ils travaillent sur les personnages, ils représentent Harry Osborn, ils présentent d'autres personnages là-dedans, puis tu sais, ils prennent le temps, même Jonah Jameson, le personnage qui est là-dedans, ils prennent le temps de tout les présenter. Il y a un numéro grand complet, là, parce que t'as le Green Goblin qui est Harry Osborn là-dedans, puis les deux lui se rend compte que Peter Parker est Spider-Man, puis les deux décident de s'inviter à souper, puis ils invitent leur blonde. T'as un numéro complexe, c'est le tête-à-tête au souper, avec Gwen Stacy, qui est la femme de Harry Osborn, puis lui, il traîne Mary Jane, puis l'autre, je fais comme, OK, tu l'as pas dit à ta femme, puis il y a une conversation entre les 4 personnes. C'est un numéro grand complet, mais il développe le caractère de tous les personnages, puis il prend son temps. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Honnêtement, l'univers Ultimate, de la façon que c'est lancé, ça m'intéresse vraiment. Le prochain, ce qui va sortir, c'est le Black Panther. C'est lui que j'ai le moins d'intérêt, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir les X-Men aussi, mais suivez ça de proche parce que... C'est-tu dans le but de se recoller ou c'est vraiment du Elseworld? C'est 100% du Elseworld. Le seul besoin que tu avais besoin comme référence, c'était Ultimatum qui avait sorti en 2005. Comme, ils ont été, tu sais, ça c'était pour faire plaisir à certains geeks, j'ai l'impression, pas essayer tout. Mais non, t'as aucun référence. Il y a des noms de personnages que tout le monde connaît. Là. Ils vont avec les valeurs reçues. Okay. Tu sais, que ce soit J. Jonah, t'as Harry Osborn, t'as Gwen Stacy, Mary Jane, t'es dans le très connu, là. C'est qu'il n'y a même pas de stress. Même si t'as pas de connaissances, là, ben, avec tous les films qu'il y a eu, là, t'as tes connaissances de base. Puis parce que ça m'intéresse ce que tu dis, puis j'ai l'impression que, tu sais, je pognerais Spider-Man, puis tu sais, même si j'en ai pas lu beaucoup, je me débrouillerais. Mais mettons un truc comme Black Panther, j'aurais peur d'être largué. Moi, c'est pour ça que j'ai hâte de le voir, Black Panther, puis qu'est-ce que ça va donner, parce que lui, même en BD, j'en ai pas beaucoup lu, puis je connais pas grand-chose, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis c'est le fun qu'ils prennent leur temps, parce qu'on a déjà parlé dans le passé, tu sais, qu'est-ce qu'ils avaient fait avec Ultimate X-Men, où ils avaient décidé de rusher toutes les histoires principales en 8 numéros, là. Tu sais, t'étais rendu à X-Men 12, puis c'était déjà le Phoenix Saga, là. C'est comme, c'est ça, là. Ouais, ça va trop vite. C'était allé vite en tabarslack dans Ultimate dans l'époque, là. Non, mais... Il y avait même tué les personnages principaux au début, qui ont regretté par la suite, là, rappelle-toi. Oui, Chris... Colossus qui avait tué, je pense. Je me pose la question à chaque fois que je lis Transformers de Daniel Warren Johnson, où à chaque numéro, il tue des personnages principaux. Tu fais comme, OK, c'est parce que ça... J'ai grandi avec ces personnages-là, puis t'en tues un à chaque numéro, c'est parce que...
Je veux bien croire qu'ils peuvent se faire réparer, peut-être en revenir plus tard, parce que c'est trash en crise. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Parce que c'est ce qu'il avait fait dans Ultimate. Il voulait tellement surprendre que, tu sais, il voulait dire, genre, aucun de ces personnages-là n'est en sécurité. Ouais, mais OK, d'accord, mais dans l'univers normal aussi, là, tu sais, je veux dire. Puis là, il tuait des personnages, tu faisais comme, oh mon Dieu, okay. Un peu comme la main de Rick dans Walking Dead, le genre de décision que tu prends de bonne heure. Ouais. Tu traînes après ça parce que là t'arrives à des numéros, tu te dis hey, dans l'original c'était qui faisait ça? Ah oui, c'était lui. Ah shit, on l'a tué. Ouais, oui. Ah, fait que coudonc. Coudonc, oui, il y a beaucoup de choix impulsifs des fois que tu fais de même, puis à un moment donné tu vas regretter là. Good. On y va avec toi, Jean-Luc? Oui, moi mon poison, je vais y aller avec quelque chose qui est moins récent un petit peu, une série qu'on peut retrouver sur Crave. Une série de HBO qui s'appelle... Tu nous fais dépenser. Ben oui et non, si vous l'avez déjà, ben de toute manière, vous allez vous abonner pour écouter Penguin qui décolle cette semaine. Hey, j'ai vraiment pas l'intention pour vrai, là. Et ça me fait de la peine parce que j'aime beaucoup l'univers de Matt Reeves, là. Mais asti que ça m'excite pas. Ah, moi, je suis hype. Ah, tu sais, je sais que t'es bandé, là, comme un cheval. Moi et ma blonde, on est prêts jeudi pour écouter le premier épisode. C'est déjà cette semaine? C'est cette semaine, ouais. Il va falloir que je me le tape, là. Je vais me trouver une... ouvrez les guillemets, façon, fermez les guillemets, de l'écouter. En streaming. En streaming. On s'entend. Mais bref, t'en profiteras pour écouter la série Barry. Le concept, c'est ça met en vedette Bill Hader, qui est un humoriste américain. L'ancien SNL? Exactement. Le gars qui était dans Mandalorian? C'est-tu lui? Non, ça c'est Bill Burr. Bill Burr, ok. Bill Hader, t'as-tu déjà vu Superbad? Ça me dit vaguement de quoi. Il joue un des deux policiers là-dedans. Il y a genre une tonne de rôles. Ouais, mais c'est toujours genre des secondes. Ouais, c'est ça. Il joue des petits rôles. Mais là-dedans, il joue le rôle principal. Le concept de la série, des courts épisodes, 4 saisons, 8 épisodes, puis c'est du 30 minutes. Puis c'est Anthony Carrigan qui joue comme le deuxième personnage principal, le gars qu'on a connu dans le DCEU comme... dans Birds of Prey, il faisait le tueur chauve, là, il faisait Zaz. Victor Zaz. Dans cet excellent film. Et là-dedans, il joue C'était-tu le mafieux personnage qui était gay avec Ewan McGregor? Exactement. Ça? Okay. Là-dedans, il joue un mafieux tchétchène, un petit peu efféminé, un petit peu naïf, en tout cas complètement hallucinant. Mais Bill Hader joue Barry, un ancien militaire qui a du PTSD un petit peu et qui s'est reconverti en tueur à gages. Okay. Fait qu'il tue pour un peu tout le monde, pour celui qui paye le plus. Et il est un petit peu tanné de cette vie-là. Puis il tombe amoureux d'une jeune actrice parce qu'il y a un coup, il doit tuer un acteur. Puis malencontreusement, il se ramasse sur une scène de théâtre. Il doit improviser un petit peu. Puis c'est un personnage qui ressemble un petit peu à Dexter, qui est genre un malhabile social. Puis il se découvre un amour pour l'acting, même s'il est complètement pourri. Par contre, en racontant des trucs qui sont vrais sur sa vie, c'est comme tellement trop gros que les gens croient que c'est de l'improvisation puis du gros acting. Puis il tombe amoureux d'une jeune actrice. C'est une comédie dramatique un petit peu loufoque, un petit peu surréel, attachant comme c'est pas possible. Ça me rappelle beaucoup les meilleures années de Dexter, mais en beaucoup mieux écrit puis beaucoup plus brillant, genre, parce que, tu sais, il y a le même côté, c'est un tueur à gages, il est un petit peu, genre, en marge des humains, il pense pas comme les autres, mais il y a ce côté-là qui se rattache tout le temps aux gens normaux. Très, très bien écrit, super intéressant dans son côté dramatique, mais en même temps, ça reste fondamentalement une comédie, puis ça le met dans des situations stressantes puis dégueulasses à chaque épisode. Gros coup de cœur. Je suis genre au milieu de la saison 2, je capote, là, je ris fort. Puis, ouais, sur Crave, je vous le conseille. Puis c'est court, là, 32 épisodes sur 4 saisons, d'à peine 30 minutes chaque. Barry, allez voir ça. Et je termine avec... comment j'ai toujours la misère avec son nom. Comment il s'appelle? Jasabski? Chip Zdarsky. Bon, qui est sur Batman depuis maintenant un bon bout. Là. Il est encore là, d'ailleurs, je pense. Ouais, présentement, je pense que j'ai lu le numéro 156 cette semaine. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à 139. Là, ça fait 150 numéros. Sérieusement, c'est un point que je te parlais cette semaine. C'est ridicule le retard qu'il y a d'ici. J'ai lu Nightwing volume
4 cette semaine, puis la série de Tom Taylor finit dans les prochains mois. Là. Ouais. On est 3 à 4 TP en retard. Là. Ça veut dire qu'on est au minimum 2 ans en retard. Non, on est vraiment en retard parce que, regarde, tu vois, moi, c'est le 3e TP de sa série à lui, puis il doit être rendu à, beaucoup plus loin que ça. Il manque la guerre avec Catwoman, puis là, présentement, on est rendu dans la série avec Amanda Waller. Parce que là, moi, je suis, donc, dans ce qu'ils avaient fait avec Joker Year One. Ouais. Puis ça montre à quel point, écoute, Batman, c'est devenu, puis DC en général, là, j'ai hâte de voir parce que là, de ce que je comprends du All-In Initiative, c'est ça, là, c'est qu'ils ont voulu justement corriger ce genre d'affaires-là. Mais écoute, ça prend... Faut que tu aies lu Batman Zero Year de Scott Snyder dans le temps du New 52. Ouais, c'était pas mon bout de préféré. Que tu aies lu Killing Joke d'Alan Moore des années 80. Ils font plein de références à Three Joker de Jeff Jones. Et ça se passe dans l'univers post-New 52. Avec Failsafe, puis le Batman de Zero. Oh. Je te jure, man, là, c'est un Wikipédia. Écoute, ça devrait venir avec une encyclopédie. Ça donne des soirs froides à Grant Morrison. C'est terrible. C'est terrible. Une fois que tu as compris puis que tu te rappelles tes éléments clés puis tu te dis, ok, c'était quoi déjà Batman Zero Year? Ah oui, c'était le Sphinx, c'est vrai, je me souvenais plus de ça. Avec le Red Hood Gang. Ok, je me souvenais plus de ça. Puis là, le Joker était né là-dedans. Fait que là, on reprend son histoire à partir de là. Et là, ce qu'on essaie de nous faire, le parallèle, c'est que... Ah oui, il faut avoir lu Batman The Night. Zdarsky. Mais Zdarsky, c'est parce que, sérieusement, l'essentiel de sa run, il était chercher plein d'éléments. C'est parce que j'ai l'impression qu'il a voulu prendre tout ce que Grant Morrison avait fait et puis il manquait une couple d'éléments qu'il a voulu boucler, puis son The Night, c'était comme les petits hints. C'est des éléments. Il a présenté des personnages tout le long qui allait rechercher pour closer bien des ouvertures qu'il y avait sur Batman. C'est n'importe quoi, là. Il y a plein de personnages de The Night qui arrivent, là tu te dis, c'était dans une... Puis tu sais, The Night, c'est comme hors série, là. Ouais. Fait que dans ta tête, ça a-tu vraiment dans continuité ou pas? C'est ça. Mais là, visiblement, ça fait partie du lore. Oui, c'est ça le problème, c'est que The Night, je pense, ça a été mal présenté. Ben oui, ça a été mal présenté. Parce que, sérieusement, ça aurait dû être présenté comme une série principale de Batman. Ça aurait dû être dans Batman. Chip Zdarsky l'utilise vraiment pour compléter son histoire parce que c'était pour présenter ses personnages. Mais il aurait dû le mettre dans Batman tant qu'à ça puis se pousser un an de plus là, plutôt que de le faire en parallèle. Mais tu sais, peu importe. Ben, sinon, toutes les séries ont toutes des storylines à la fin de 3, 4, 5, 6 pages. Sur The Night, à chaque fin de numéro, aurait dû être présenté là-dedans. Genre, ça aurait bien fait. Mais là, l'affaire, c'est que finalement, ce qu'on nous présente, c'est que là, on est dans l'univers de Scott Snyder de Batman Year Zero avec Joker, qui est à son Year One, qui est entraîné par le même gars qui a entraîné Batman dans Batman The Night. T'as peur qui a entraîné? Il y a un des gars qui a entraîné Batman dans The Night. C'était pas son ami? Genre, il y en a plein là. Non, c'est pas son ami. C'est un des mentors. C'est un des mentors que lui, c'était comme un psychologue. Dans le fond, il travaillait sur le petit chien. Les sentiments que Bruce Wayne avait de refouler, lui, il les a travaillés pour les ressortir en justicier. C'est ça. Mais quand il a rencontré le Joker, il a fait l'inverse. Et lui, il s'est rendu compte que lui, il était l'antithèse de Batman, puis il faut créer un anti-Batman. Ça fait qu'il a fait j'ai la chance de pouvoir faire un contraire avec lui. Puis il a fait c'est un beau challenge. Il a créé un anti-Batman. Fait que là, dans le fond, Joker et Batman partagent le même mentor, ce qui en fait des genres de frères cosmiques. Mais je te le dis, là, c'est beaucoup de Wikipédia, beaucoup de lecture, pour quelque chose qui, au final, est plus le fun. Parce que, tu sais, c'est plein de bonnes idées, mais d'un gars qui, visiblement, a juste ça à faire. Puis qui est tellement plongé là-dedans que tu te dis, ok, mais moi, je peux plus juste, genre, lire du Batman pour lire du Batman. Enjoy ça. Tu sais, je peux-tu, genre, juste lire une fucking bonne histoire de Batman? Je peux dire, tu sais, autant que Tynion, c'était over the top dans une espèce de futur Gotham rempli de robots. Après ça, c'est devenu Failsafe, qui était quand même intéressante, qui était une bonne idée. C'est parce qu'il y avait des bons moments là-dedans qui étaient over the top. Puis tu sais, c'était un Batman qui était à culot. Puis tu sais, il avait réussi à éliminer la Justice League au complet. Puis il montrait à quel point Batman pouvait être meilleur que tout le monde. Mais là, le problème, c'est que c'est justement... Puis là, avec le hostie d'obsession du multivers, là, où ce que là, il a revisité plein d'autres affaires. Fait que là, imagine-toi que Zern... Pendant qu'il était dans le multivers... Il y a le Joker du... Non. Non. Le Batman de Zero...
il a aspiré tous les Batman de Zeruralala des autres Batman du multivers. Il y a même un Michael Keaton Zur. Fait que là, il y a un Michael Keaton Zeruralala. Il y a Adam West Zeruralala. Puis il y a un Dark Knight Returns Frank Miller de Zeruralala. Tout ça dans le même gars. Je vais prendre le pari là, que ça va s'effondrer. Puis genre, tu sais, dans 20 ans, ça sera... Tu sais, il y a un, mettons, le gros fancore de Starsky qui vont dire genre, ça serait intéressant que dans l'omnibus, ils nous mettent sa run sur Joker Zero. Mais genre, ça sera plus acknowledgé. Écoute... Je vais pas lire, je vais faire le pari que ça aura pas d'impact. Où sont les Hush? Où sont les Court of Owls? Où sont les Long Halloween? Où sont les Batman the Night, à la limite? Où sont les... Juste des bonnes histoires de Batman qui nécessitent pas, hostie, 1 million de connaissances, 22 univers, puis 33 crossovers, puis des robots partout. Peut-être aurons-nous un début de réponse le mois prochain quand Tom Taylor va décoller sa run sur Detective Comics. Ah, mais non, mais tu ris de Tom Taylor. Je viens de lire Nightwing numéro 4, là. Autant que les 2 premiers volumes, à cause que c'était avec la mafia, puis la façon qu'il a remonté Bloodhaven à ramasser de l'argent d'Alfred, qu'on a fait, wow, ainsi que c'est terre à terre, c'est du génie. Là, il est empoigné avec Trigon puis sa gang, là, puis avec Raven, là, qui est en train de pogner avec ses anciennes entités, qui va devenir comme une matrone là-dedans. Hey, sérieusement, les titans, là, lâchez l'enfer. Simonac, que vous êtes pas endurant, que vous êtes là-dedans. Si que c'est mauvais. Hey, sérieusement, là, j'ai failli calisser. Et s'il m'avait pas coûté 30$, là, je vais le péter en morceaux. En fait, ma bouée de sauvetage est absolute. Ouais. Que j'ai hâte de voir. J'ai écouté Alan parler tantôt de son Spider-Man, puis je me disais, j'espère qu'Absolute va être un petit peu ça. C'est exactement ça. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est parce que Superman, les dernières années, il y a eu plein de séries qui étaient ça. C'est parce que il sortait complètement dehors de la continuité, il était dans des histoires qui étaient terre à terre, il a fait des histoires qui étaient ultra humaines aussi, puis c'était le fun. Puis là, je suis en train de lire Chip Zdarsky avec Batman, puis autant que des fois que j'ai du fun, que des fois je fais comme... OK, hey, puis je te dis, t'as pas encore vu la fin de Fail Save, là, c'est tellement basique, là, pour quelqu'un qui a tué Superman, là, hein, sérieusement, une roche en arrière de la tête dessus, là, c'est... Ah, mais à un moment donné, je suis tanné. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que là, c'est vraiment l'appel aux gros nerds qui ne fait que lire du Batman, là. Puis, tu sais, c'est correct, j'avais les référents, hey, il fallait que je dépose ma bande dessinée, hein, puis que je fasse comme... C'était dans quoi, ça, déjà? Oh, mon Dieu, ouais, c'était dans Batman RIP Grant Morrison. OK, c'est beau. J'avais aucun de ces référents-là. Ah non, c'était terrible. Honnêtement, t'as pas dû avoir de fun, là. Ben, j'ai pris l'essentiel, puis j'ai passé au suivant. Ouais, ben c'est un peu ça que j'aurais dû faire. Mais bref, autant j'ai lu du bon stock de Batman, autant ces temps-ci, je crave pour du bon Batman. Puis c'est le temps qu'on en ait. Hey, c'est la fin. Ça ressemble pas mal à la fin. Bye, bye, bye. Messieurs, bonsoir et à la prochaine. Bonsoir, à la prochaine.